Mais c'est bon, vous avez le son? Bon bah nickel. J'adore m'écouter. Bon, on recommence. Du coup, visiblement, il y avait un problème de son. Donc, bienvenue dans cette soirée conférence autour du sommeil, présentée par Marie Picardy, ici présente, ergothérapeute spécialisée en petite enfance et en périnatalité. Et dont la spécialité aussi, c'est l'intervention auprès des petits loulous avec des troubles du sommeil. Bonsoir. Là, si vous pouvez nous confirmer que vous avez bien du son, s'il vous plaît. À tous les étages. Comment ça, moi, non. C'est bien de vérifier du coup que ça fonctionne bien. Bon, donc, on recommence. C'est un petit coup de stress comme ça qui passe, tout va bien. Les choix du direct, on voit à quel point je suis une influenceuse au taquet qui gère le truc nickel chrome. On est vraiment un binôme d'enfer. Parce que c'est mon binôme de formation, on gère ça d'une main de fer. Bref, c'est pas grave. Donc, du coup, ce soir, je vais vous parler des mystères du sommeil du bébé, de l'enfant, qui est le domaine dans lequel moi, je me suis spécialisée. Du coup, en fait, l'idée, c'est que on a des petits partenaires qui sont venus nous présenter du matériel. On a donc Tommy Tipeee qui nous a prêté différents petits outils d'aide au sommeil que je vais pouvoir vous présenter. À la fin de la conférence, vous avez le droit à des petits codes promo d'ailleurs si jamais vous voulez pouvoir acheter du matériel. Nous avons Dr Chiro qui, donc comme je le disais, mais que vous n'avez pas le son, a créé une boîte ludopédagogique qui peut aider effectivement les enfants dans les quelques petites difficultés de sommeil qu'on peut rencontrer. On a Genot qui est représenté par Noémie et qui est là et qui va pouvoir du coup présenter une boîte plutôt sur le quotidien de la maison et ce qu'on peut faire. Et on a la tribu Happy Kids qui n'a pas pu venir ce soir, mais qui, pareil, a créé une boîte ludopédagogique dans laquelle moi j'ai pu participer. J'ai pu collaborer avec dans la création de cette boîte. Le principe, c'est pareil, c'est une boîte ludopédagogique qui va expliquer tout le sommeil de la femme enceinte jusqu'à l'enfant, mais j'en parlerai un petit peu plus tard. Du coup, on est parti. Si vous avez des questions ce soir, vous n'hésitez pas. Le but, c'est pas de faire un long monologue, c'est plutôt que vous puissiez m'interrompre si besoin. En direct, c'est pas toujours évident, mais courage, vous pouvez essayer de le faire aussi. L'idée, c'est pareil, c'est qu'il y ait un peu d'interaction, donc n'hésitez pas à poser des questions. On est parti ? Allez, en route. Du coup, on commence par une simple définition du sommeil. Qu'est-ce que c'est le sommeil ? Parce que parler de troubles du sommeil, c'est facile, mais qu'est-ce que c'est qu'un sommeil et comment ça fonctionne ? Le sommeil, c'est un état de repos qui permet l'équilibre qui est physiologique et qui soit psychologique. C'est indispensable. C'est la seule chose dont on ne peut pas se passer si on veut pouvoir rester en bonne santé. C'est important pour le développement de l'enfant. C'est quelque chose qui est naturel, qui est inné. On n'a pas besoin d'apprendre à dormir. On sait dormir. C'est accessible à tous. Il n'y a pas besoin de compétences particulières pour pouvoir savoir dormir. Mais par contre, parfois, on peut avoir des petits grains de sable qui fait qu'on peut avoir des petites difficultés. Dans ces cas-là, c'est important de pouvoir savoir quelles sont ces difficultés, les repérer, comprendre pourquoi il y a des difficultés et du coup, pouvoir éventuellement réajuster les choses ou aller voir les professionnels qui sont compétents en fonction des difficultés qu'on peut avoir. Du coup, petit bout de chou, c'est dormir depuis toujours, c'est-à-dire que dans le ventre de la maman, il sait déjà dormir et ça, c'est quelque chose vraiment d'indispensable à garder en tête. On n'apprend pas à un enfant à dormir. Donc déjà, toutes les petites méthodes magiques pour apprendre à son enfant à dormir, vous pouvez déjà gentiment passer votre chemin. Ça ne sert à rien, on n'apprend pas à un enfant à dormir, il sait le faire. Le rôle du sommeil, il est capital dans 3 grands domaines. C'est la récupération physique, psychique et intellectuelle. Le sommeil, c'est pendant qu'on dort qu'on va pouvoir récupérer sur le plan physique. On va pouvoir sécréter différentes hormones. C'est assez généraliste cette petite conférence. On est d'accord que je vais pas pouvoir vous expliquer en 1 heure et demie tout ce que je peux donner sur une formation qui dure 4 jours. Mais c'est des petites bases déjà qui peuvent soit vous donner la bouche pour aller vous former et voir d'autres choses, soit qui peuvent vous permettre de dire ok, j'ai détecté quelque chose, j'ai vu quelque chose pour mon enfant ou pour mon patient, je vais pouvoir orienter à quelqu'un qui est spécialisé dans les troubles du sommeil. Faites attention vraiment quand vous voyez quelqu'un formé dans le sommeil, allez voir les diplômes, allez voir ce qu'ils ont fait, allez voir si ce sont des médicaux, des paramédicaux ou si ce sont des personnes qui ont juste décidé de se lancer parce que c'est chouette de se lancer et qu'il n'y a pas de formation médicale et paramédicale derrière. Voilà, c'est quelque chose qui je trouve a de l'importance parce qu'on voit trop de personnes qui décident de partager leurs connaissances parce qu'elles ont vécu quelque chose de personnel avec leurs enfants. Un enfant, c'est pas une cohorte médicale, c'est pas une cohorte scientifique, donc faites vraiment attention et renseignez-vous. Après, je sais que c'est compliqué.
de pouvoir parfois trouver les bonnes personnes, savoir qui aller voir, et les délais sont vraiment parfois très longs. Mais vaut mieux attendre et voir la bonne personne que de se précipiter dans une méthode magique avec un coup de baguette, ça ne marchera pas. Donc je disais, récupération physique vraiment hyper important, c'est le moment où le corps va se construire, le corps va se régénérer, où on va récupérer de l'activité physique qu'on a fait dans la journée, et c'est un moment aussi hyper important dans le système immunitaire. C'est pendant le sommeil que on va notamment sécréter l'hormone de la croissance. Donc quand on dort mal, quand on a des troubles du sommeil, on peut avoir des troubles de la croissance. Sur le plan psychique, c'est dans une des parties du sommeil, plutôt en deuxième partie de nuit, qu'on va avoir une récupération physique, qu'on va du coup engrammer toutes les informations qu'on a eues dans la journée, qu'on va traiter toutes nos émotions, qu'on va gérer tout ce qu'on a pu vivre. Et du coup, on s'imagine bien que si on a un trouble dans cette partie-là du sommeil, toutes les frustrations qu'on peut rencontrer, on va être bloqué et ça va poser problème pour la gestion des émotions et que ça peut nous rendre plus irritables. Ensuite, sur la récupération intellectuelle, c'est pareil. Dormir permet de pouvoir récupérer sur le plan intellectuel, de pouvoir gérer la mémoire, de pouvoir gérer l'attention, la concentration. C'est pour ça qu'on voit vraiment beaucoup d'enfants qui peuvent avoir des troubles de l'attention, de la mémorisation, des apprentissages, qu'on va diagnostiquer à tort TDAH. Je dis pas qu'il n'y a pas de TDAH, je dis pas qu'il n'y a pas de TMD, mais malheureusement, les troubles du sommeil ont un impact tel que parfois on va diagnostiquer à tort, on va poser une étiquette à tort, alors que les troubles du sommeil ont vraiment un impact très très important et vraiment pas négligeable du tout sur les troubles de l'attention et la concentration. Rappelez-vous les soirs où vous faisiez une soirée étudiante, le lendemain matin on allait en cours le vendredi matin, clairement on était là, on faisait acte de présence, le prof pouvait parler, ça passait, il se passait rien du tout. C'est pareil pour les enfants, quand ils n'ont pas dormi, comment voulez-vous que le lendemain ils soient capables d'aller explorer le monde, comment ils soient capables d'aller se développer, d'aller faire un parcours d'obstacles en crèche à la maison ou d'aller à l'école apprendre des choses. Si il n'est pas reposé, il ne peut pas apprendre des choses. Donc c'est vraiment hyper important d'avoir ça en tête. On a le sommeil, il est régulé avec un cycle circadien. Le cycle circadien, il est plus ou moins sur 24 heures. Alors les gens vont me dire non, c'est pas vrai, il est sur 25. Effectivement, on n'est pas sur 24 mais sur 25. On a quand même un calendrier sur 24 heures, donc on a plus ou moins régulé. Mais ce petit 25 heures peut avoir une importance, notamment dans les troubles de sommeil, dans les décalages de phase et autres, et ça se voit très très souvent à l'apparition de l'adolescence où on peut avoir ce petit décalage parce que le changement hormonal, le changement physique, physiologique de l'adolescent peut avoir un impact à ce niveau-là. Là, on est sur le sommeil du bébé et de l'enfant, donc on va pas développer du tout cette partie-là. Mais en tout cas, il faut bien se dire que le corps entier fonctionne sur un rythme circadien, c'est lui qui donne, c'est lui qui sert de chef d'orchestre, d'horloge biologique centrale, et c'est lui qui va décider à quel moment on dort, à quel moment on ne dort pas. À quel moment on mange, à quel moment on est sur le plan intellectuel au meilleur de sa forme, sur le plan physique et compagnie. Tout ça va se passer comme ça. Pour que le rythme circadien, l'enfant quand il est dans le ventre de la maman, il est réglé sur le cycle circadien de la maman. Quand il sort du ventre de la maman, piouf, il a tout perdu. Il a complètement perdu ça. Il lui faut entre 2, 3 à 4 mois pour réguler tout seul, trouver son propre rythme circadien, que toutes les hormones se mettent en place, que tout le fonctionnement de l'enfant, le développement de l'enfant se mette en place pour qu'on puisse effectivement avoir son propre rythme circadien. C'est pour ça qu'au départ, il dort n'importe quand, il est réveillé n'importe quand. Il fait ça comme il a envie d'être réveillé, il est réveillé, il a envie de dormir, il dort, il a envie de manger, il mange. En tant que parent, c'est épuisant parce qu'effectivement, on dit mais tu peux pas dormir la nuit et pas la journée. Bah, il fait ce qu'il peut surtout et il fait ce qu'il veut. Mais il fait vraiment surtout ce qu'il peut. C'est pas une volonté, c'est juste que son rythme n'est pas en place et donc le temps que son rythme se mette en place, au départ, il fait un petit peu comme il peut. Du coup, le rythme circadien, il a donc une importance dans les fonctions de l'enfant, dans les fonctions développementales, et donc du coup, c'est lui qui va être donneur d'ordre sur l'ensemble des fonctionnements du corps en termes métaboliques, en termes d'alimentation, en termes d'immunité, de sécrétion d'hormones et compagnie. On a différents cycles. L'idée de vous présenter les cycles, donc là, je suis vraiment restée sur les cycles du bébé et de l'enfant. On voit qu'on a toujours ce système de petits trains. On a un petit train de 0 à 2 mois, de 2 à 6-9 mois, de 6 mois à 3 ans, à partir de 3-4 ans. L'idée, en fait, c'est de se rendre compte que le sommeil de l'enfant évolue de manière très 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 importante, au moins la première année de la vie. Il faut attendre 6 ans pour que le sommeil de l'enfant soit similaire à celui de l'adulte. Et une notion super importante sur les nuits d'un enfant. Une des plaintes principales qu'on peut avoir que moi en tout cas je rencontre, pardon, toucher le micro, que moi je peux rencontrer, du coup j'arrive pas à parler, dans les troubles du sommeil, dans les consultations sommeil, c'est mon enfant il fait passer de nuit, j'en peux plus.
Et en fait, quand on pose la question, effectivement, le soir, il est couché vers 20h. Et vers 2-3 heures du matin, pour lui, c'est pump et up, c'est la fête, je suis réveillée. Et donc les parents disent, non mais c'est une catastrophe, je me suis couchée à minuit, à 2-3 heures du matin, il est réveillé. Moi, je suis pas prête à être réveillée à ce heure-là. Mais en fait, il faut se dire que les nuits d'un enfant ne sont pas du tout les nuits d'un adulte. Un adulte, on est plutôt sur du 7 à 9 heures et on est plutôt sur du 22-23 heures, minuit, en fonction de la personne. Et le matin, on est sur du 6-7 heures du matin. Quand un enfant fait ses nuits, on dit qu'il fait ses nuits à partir du moment où il enchaîne sans aucun réveil. On parle pas des micro-réveils, mais sans aucun réveil, sans besoin de l'adulte, 6 heures. Donc si vous l'avez couché à 20 heures, à 2 heures du matin, pour lui, il a fini sa nuit. Donc c'est normal. Mais du coup, quand on n'a pas cette connaissance-là, on se dit, mais c'est pas possible, il va les faire quand ces nuits? Mais il les fait déjà ces nuits. Sauf qu'il fait ses nuits et pas vos nuits. Et ça, c'est vraiment une notion hyper importante. Je trouve qu'elle est assez peu transmise. On a assez peu conscience de cette notion-là de, voilà, c'est la nuit d'un enfant, c'est 6 heures. Donc forcément, s'il est couché à 20 heures, pour lui, 2 heures du matin, pump it up, c'est la fête. Du coup, la nuit, c'est vraiment ça. On a un petit train, on a une petite locomotive et derrière, on a des petits wagons. À chaque fois, on réenchaîne plusieurs petits wagons. Les cycles, on le voit ici, 50 minutes, plus ou moins 60-70 minutes, jusqu'à 120 minutes. Ces cycles s'allongent petit à petit au fur et à mesure que l'enfant grandit. Au départ, on a 2 petits wagons, puis à la fin, on en a 4. On peut aller jusqu'à 5 selon les différentes scientifiques. Il n'y a pas un consensus parfait sur le 4 ou sur le 5 petits wagons. Quoi qu'il en soit, de 0 à 2 mois, on a ce qu'on appelle du sommeil agité et du sommeil calme. C'est-à-dire que en termes d'ondes, on n'est pas encore très très clair sur ce que c'est que ce sommeil. On est sur du sommeil agité, l'enfant bouge, il se passe des choses, ou le sommeil calme, l'enfant bouge pas. On a fait cette distinction-là. C'est les 2 premiers mois de la vie de l'enfant. À partir de plus ou moins 2 mois, on est d'accord que c'est jamais à 2 mois moins un jour, à 2 mois et un jour qu'il se passe une révolution. C'est plus ou moins autour de 2 mois. Ce sommeil-là, il se transforme en sommeil paradoxal. Il devient donc le sommeil paradoxal, c'est le sommeil des rêves. Il correspond au sommeil agité, qu'on appelle le sommeil REM, donc c'est Rapid Eye Movement, parce qu'on voit les yeux sous les paupières qui se déplacent. Donc ce sommeil agité devient du paradoxal. Il apparaît toujours ici au même endroit. Ce sommeil calme, ça devient ce qu'on appelle du sommeil lent. Le sommeil lent, c'est le non-REM, le non-Rapid Eye Movement, c'est-à-dire que le corps est au repos, toutes les fonctions sont au repos. Et il n'y a pas de mouvement. Donc du coup, on voit d'abord que l'enfant s'endort en sommeil agité ou ensuite sommeil paradoxal. Ce qui veut dire que ça, c'est aussi une notion importante qui est assez peu transmise aux parents. Quand on couche son bébé, c'est normal qu'il soit pas en train de dire « Hey, bonne nuit !» rideau. C'est normal. Il s'endort en sommeil agité. Donc ça veut dire qu'il s'endort quand il bouge. Il fait pas un on-off. Il est pas en train de dire « Ah, la tête a touché l'oreiller, hop, c'est bon, je m'arrête ». Il lui faut le temps aussi. Et donc, du coup, il s'endort en sommeil agité. Donc, il a les yeux qui bougent, il peut faire des bruits, il peut chouiner, il peut se déplacer. Et c'est tout à fait normal. Et parfois, par crainte de laisser son enfant pleurer ou de se dire, ah bah mince, je l'ai couché, mais en fait, il bouge, donc c'est pas le moment, on ressort son bébé du lit et en fait, on l'a empêché de s'endormir. Par crainte, en voulant bien faire, malheureusement, parfois, on impacte le sommeil de son enfant. Du coup, ce sommeil paradoxal, il est suivi du sommeil lent, léger et lent profond. C'est 2 stades de sommeil dans lesquels l'enfant s'enfonce doucement. Et du coup, d'abord, on a le paradoxal, ensuite, on a le sommeil lent, quel que soit le stade d'endormissement. Ici, là, à cet endroit-là, si on avait voulu faire le sommeil de toute une nuit, on aurait à cet endroit-là, ici, on voit le truc sur la vidéo ou pas? Ouais. En gros, ici, là, ici et là-bas, on a ce qu'on appelle un micro-réveil. C'est-à-dire qu'entre chaque cycle de sommeil, on a un micro-réveil. Ce micro-réveil, il a plusieurs fonctions. Il a une fonction de survie, parce qu'on va vérifier autour qu'il n'y ait pas un ours qui a envie de nous boulotter. Alors oui, c'est quelque chose d'archaïque. Avant, c'était pour ça qu'on se réveillait. C'était pour être en sécurité et vérifier qu'il n'y ait pas un danger autour de nous. Aujourd'hui, peu de chance de croiser un ours ou un loup, mais en tout cas, c'est une vérité. Le corps a gardé cette fonction de survie. Et le corps a gardé cette fonction de survie aussi parce que ça permet à l'organisme de légèrement se déplacer. On va changer les points d'appui. Et on sait que quand on est assis pendant plus d'1 heure sur une chaise, il y a un moment où on va changer on va s'asseoir à droite, à gauche, on va se bouger, parce qu'on va créer des points d'appui. Si on passait 6, 7, 8, 9 heures sans bouger, on pourrait se réveiller avec des escarres. Ça donne du boulot au médecin. D'accord? Si on peut éviter, c'est quand même plutôt cool. Donc, ces micro-réveils ont aussi cette fonction de préserver le corps.
Et ça aussi, c'est vraiment, il faut se dire que ces micro-réveils, ils sont très courts, ils durent de quelques secondes à quelques minutes, 1 à 2 minutes en général, pas beaucoup plus. Ils peuvent être un petit peu plus longs parce que c'est une moyenne. Chaque personne est différente, mais c'est quelque chose de quand même très très court. Ces micro-réveils, mais les parents sont les experts de leurs enfants, il faut leur faire confiance, il faut vous faire confiance avant tout. Le parent, il est capable de détecter si quand l'enfant pleure, il pleure parce qu'il l'appelle, ou s'il pleure en mode petit chouinement et en fait il est en train de vérifier. Ce moment de micro-réveil, donc comme je disais, il sert à protéger, c'est un instant de survie, mais il sert aussi à vérifier que je me suis endormie dans mon lit, dans ma chambre, j'étais en sécurité. Je me réveille, ok, je suis toujours au même endroit, tout va bien, je peux m'endormir. Il a vérifié que tout se passe bien. C'est pour ça qu'il est hyper important d'endormir son enfant dans le même environnement dans lequel il va pouvoir faire ses micro-réveils, parce que si c'est comme vous vous endormez dans le canapé et que vous vous réveillez dans votre lit, tu dis mais comment je suis passé de l'un à l'autre en fait. Ça peut être un côté un petit peu flippant. Du coup, c'est hyper important vraiment de pouvoir reproduire les mêmes conditions dans lesquelles l'enfant s'est endormi, parce qu'à chaque fois qu'il va se réveiller, il va vérifier les mêmes conditions, et si les conditions dans lesquelles il s'est endormi ne sont pas les mêmes, ça a un côté effrayant, et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il appelle pour dire « Eh oh, mon parent, là, le truc qui est censé gérer, viens voir, il y a un truc qui est différent par rapport à avant. » Donc du coup, passé 9 mois, on voit ici que ce petit sommeil paradoxal qui était en début de nuit, il arrive en fin de nuit. En fait, le sommeil paradoxal, le sommeil agité, c'est le moment où l'enfant, comme je disais, engramme tout ce qui est cognitif, psychologique, psychique, tout ce qu'il a vécu, toutes ses émotions, tout ce qu'il a compris, découvert, c'est dans le sommeil paradoxal qu'il le gère. Donc jusqu'à plus ou moins 9 mois, rappelons-nous, le bébé, il n'a pas une activité motrice vraiment très très développée. Par contre, il découvre à chaque seconde le monde, parce qu'on lui fait découvrir le monde au niveau sensoriel, au niveau odeur, au niveau visuel, au niveau auditif, au niveau olfactif, tout. Il se passe vraiment énormément de découvertes sur le plan cognitif, et donc il faut qu'il engramme tout ça. À 9 mois, ce petit sommeil paradoxal qui était là, il arrive en fin de nuit, parce que le sommeil long, lui, il a pour but de pouvoir récupérer sur le plan moteur. À 9 mois, qu'est-ce qui se passe chez nos petits bouts de chou? C'est le moment où on a une acquisition de la motricité qui évolue. Encore une fois, si on est d'accord qu'on est plus ou moins 9 mois, ça dépend des enfants. Mais c'est le moment où il va se retourner, où il va se mettre assis, où il va faire du 4 pattes, il va ramper, et peut-être même commencer à se mettre debout. Du coup, là, le corps, il dit, eh oh, en priorité, je vais récupérer sur le plan physique. Donc d'abord, je rentre en sommeil lent, puis ensuite, je vais récupérer sur le plan cognitif. Le corps priorise toujours pour son instinct de survie. Donc il va d'abord récupérer à partir du moment où on rentre en phase motrice plus importante, donc vers plus ou moins 6-9 mois, c'est le moment où du coup on va rentrer d'abord en sommeil lent, quelles que soient les profondeurs, et finir par du paradoxal. En sachant que toutes les nuits, le même train revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. La différence, oui. Ben, bien sûr. Ça veut dire qu'à partir de... Oui. Et en fait, ils vont d'abord avoir un sommeil léger et de plus en plus profond. Et effectivement, du coup, c'est la phase où, entre l'endormissement et le sommeil léger, le moment où il dort, elle est plus aussi visible qu'avant. Avant, tu voyais vraiment, il est réveillé, il bouge, et donc t'avais cette différence-là. Là, tout doucement, il s'endort, en fait. C'est comme toi. Quand tu te couches, ça prend quelques minutes, mais t'as pas c'est vraiment, t'as pas en train de te dire, ah, je dors pas, je dors. C'est tout doucement, tu te laisses aller au plaisir des bras de Morphée, tu y vas en douceur, et du coup, tu as cette phase-là. On voit de moins en moins ce côté visible de là, je suis en phase agitée, là, je suis en phase calme. Oui, du coup, ce que je disais, c'est que ces cycles-là, tant que l'enfant, en gros, de 9 mois à 3 ans, il va garder ces 3 petits cycles-là, et il va se réveiller à chaque fois micro-réveil, et il va recommencer ces cycles-là. La différence, c'est que ce temps-là, il dure plus ou moins 70 minutes, on est d'accord, ça c'est un temps qui est stable, c'est un temps qui est fixe, c'est un temps qui bouge pas. C'est toujours différent d'un enfant à l'autre, on est bien d'accord. Mais ce qui va se passer, c'est que entre le début de la nuit et la fin de la nuit, même si ces trains ne vont pas bouger, même si ces petits wagons ne vont pas bouger, le temps, la proportion va être différente. C'est-à-dire qu'en début de nuit, on va surtout favoriser le sommeil lent profond. Si on s'imagine qu'on était sur du plus ou moins 90 minutes pour faciliter mes calculs, parce que je suis pas très très bonne en maths, en gros, en première partie de nuit, on aurait plus ou moins 60 minutes ici de sommeil lent et un petit peu de sommeil paradoxal, parce que d'abord on récupère physiquement. En fin de nuit,
on aurait plutôt 30 minutes de sommeil lent pour 60 minutes de sommeil paradoxal. Parce qu'en fin de nuit, on va plutôt, une fois qu'on a récupéré physiquement, on va gérer les émotions. Ça, c'est une notion importante à avoir en tête, notamment quand on va parler de troubles du sommeil, de ce qui concerne principalement les enfants et ce de quoi je vais parler juste ici, même s'il y a plein de pathologies qui peuvent exister. Ce qu'on voit vraiment beaucoup chez les enfants, c'est les terreurs nocturnes, les éveils confusionnels, c'est les cauchemars, tout ce type-là de parasomnie. La parasomnie ne va pas être la même si elle a lieu en début de nuit ou si elle a lieu en fin de nuit. Donc du coup, c'est pour ça que c'est important de comprendre cette physiologie-là. Parce que du coup, en début de nuit, on a beaucoup plus de sommeil lent pour la récupération physique et en fin de nuit, beaucoup plus de sommeil paradoxal pour la récupération psychologique. Donc on imagine bien qu'un enfant ou même un adulte à qui on va gréver une partie de son sommeil le matin ou en tout cas en fin de nuit parce qu'il s'est couché trop tard et qu'il s'est réveillé beaucoup plus tôt qu'il pouvait, ça veut dire que sur la partie de la gestion cognitive, ça va pas être fait, ou moins bien fait, ou pas autant qu'il aurait fallu. Donc on imagine bien que le lendemain matin, il va être moins disposé à pouvoir être en forme parce qu'il va lui manquer la partie de récupération psychique et intellectuelle. Oui. Oui. Oui, mais est-ce qu'on rappelle que tu fais des apnées de sommeil et que tu fais des hypopnées? T'as refait un examen PSG? C'est ça. En tout cas, tu as fait des hypopnées et aujourd'hui, je ne suis pas convaincue que ton sommeil soit récupérateur. Déjà, le simple fait que tu dis je me réveille, j'ai l'impression de m'être fait tabasser toute la nuit, soit il faut que j'appelle les flics et que je dise que Nicolas te bat. Je peux le faire, ça me dérange pas. Non, toi non plus. Toi non plus. Oui. Sois honnête. Voilà. Bien sûr. Et souvent, moi, j'ai l'impression que le cognitif marche mieux que toi. Et mental à l'envers, madame. Peut-être. Soit dame monte à l'envers, soit la dame en fait juste pense qu'elle est fonctionnelle sur le plan cognitif, elle l'est pas forcément. Ça c'est possible. Tu l'as cherché celle-là. Soit en fait, en vrai, ça veut juste dire que tu as besoin de beaucoup plus de sommeil que ça, que ce que tu ne t'autorises entre guillemets, ou que ce que tu ne t'accordes sur ces nuits qui sont trop courtes. Et que simplement tu aurais besoin de plus pour pouvoir finir d'être en forme sur le plan et physique et cognitif, et que tu as aussi un fonctionnement où même privé de sommeil, tu arrives à gérer. On a tous des fonctionnements différents, j'ai vu. On a tous des fonctionnements différents. Et moi, tu peux me priver de sommeil, je vais réussir à fonctionner. Et mes formés peuvent te le dire. Il y a des formations où j'ai dormi 2-3 heures par nuit, et en fait, ils me disent ah bon, mais ça se voit pas du tout. On a chacun un fonctionnement propre en fait. T'as des gens qui vont avoir besoin de beaucoup d'heures de sommeil, d'autres beaucoup moins, d'autres qui vont avoir besoin d'un certain quota, mais qui vont être capables de gérer sans aucune difficulté s'il en manque. Des gens où il va leur manquer une demi-heure et c'est la fin du monde, ils tiennent pas la route en fait. T'as des gens qui vont se réveiller fatigués. Je veux pas viser le monsieur à côté de toi, mais je veux quand même un petit peu viser le monsieur qui est à côté de toi. C'est en fait ça quand même très individuel. Le sommeil reste très individuel comme l'ensemble de ton fonctionnement. Oui. Bien sûr. Dans l'idée, on ne réveille jamais un enfant qui dort. Oui, mais même pour nous. Ah ben, oui, mais en fait, ça, tout à fait ça. Ça, c'est une question, effectivement, c'est hyper compliqué, mais oui, en fait, on devrait essayer de ne pas, c'est une moyenne, tu peux pas le savoir, si ce n'est que tu peux te dire, bah, ce soir, je me couche à telle heure, je me suis endormi vraiment plus ou moins à cette heure-là, je me rends compte que, en ayant, j'ai une bêtise, 7h20, ça va. En ayant 7h10, ça va plus. En ayant 7h30, ça va déjà pas. En fait, c'est juste une jauge. Tu peux te faire en fait un agenda du sommeil. Si tu te fais ton propre agenda du sommeil, tu te rendras compte à quel moment tu t'es couché, à quel moment tu t'es réveillé et dans quel état tu étais dans ta journée. Ce qui est hyper important, au-delà de ton quota horaire, parce que le quota horaire moyen, c'est entre 7 et 9 heures pour un adulte. Sauf que c'est le quota moyen. Tu peux peut-être très bien fonctionner à 7 heures ou peut-être très mal fonctionner à 7 heures. Pourtant, t'es dedans. Mais ça correspond pas à ton besoin à toi. Donc, il faut en fait pouvoir le calculer et du coup, c'est propre à chaque personne. Et tu peux le mesurer, le calculer
en faisant un agenda de sommeil hyper strict et surtout en mettant sur le plan clinique comment tu t'es senti dans ta journée. Est-ce que tu as été irritable? À quel moment tu as été irritable? Qu'est-ce qui t'a manqué comme sommeil? Qu'est-ce qui t'a manqué? Est-ce que c'est ton repas qui est pas au bon endroit? Est-ce que, enfin, il faut vraiment que tu puisses analyser ça. Ouais. Oui. Mhm. Alors, alors oui et non. C'est-à-dire que la première montre, c'est pas tellement une question de prix, mais c'est une question à qu'est-ce qu'il va être capable de capter ou pas. C'est-à-dire que j'ai une montre, pareil, qui est une montre de sport, mais qui effectivement, comme elle capte beaucoup de choses, elle capte ça. Et elle est capable de me dire, bah là, t'étais en sommeil paradoxal, là, t'étais en sommeil lent léger, là, t'étais en sommeil lent profond, t'as eu tant d'heures au total. Et un jour, je me suis dit, ok, est-ce que vraiment, c'est super fiable? Et en fait, je me suis rendu compte que si je suis réveillée dans mon lit, mais que je bouge pas en me disant, il est beaucoup trop tôt, je sais qu'il est trop tôt, c'est pas l'heure, tu bouges pas et tu te rendors, enfin, t'espères en tout cas. En fait, si vraiment je bouge pas, elle a détecté qu'il y a eu un changement dans mon rythme cardiaque, dans mon rythme respiratoire. Donc, elle a pu détecter des choses, mais elle a pas détecté que j'étais forcément levée. Parce que je me suis pas forcément j'ai pas forcément levée dans mon lit. Je me suis pas dit, allez, je m'assois, je bouge et je m'active. Elle a pu détecter que je suis passée d'un sommeil profond à un sommeil lent, mais pas forcément que je suis réveillée. Donc parfois, il va y avoir une erreur sur ça. Donc c'est pas du fiable à 100%. Ça peut te donner une indication. Pareil, le sommeil paradoxal, ça va détecter parce que du coup, tu vas avoir un changement dans ton rythme cardiaque, dans ton rythme respiratoire. C'est calibré sur une norme, sauf que ta norme à toi, c'est pas ma norme à moi. Donc du coup, déjà, ça donne pas les bonnes informations. Et en fonction de la fiabilité et de la sensibilité de ta montre, elle va donner plus ou moins d'informations. Ça peut te donner une idée. Le défaut de ce genre de choses, c'est que finalement, tu en viens à faire confiance beaucoup plus à ce que ta montre te dit qu'à ton ressenti. Et ça, je trouve que c'est un biais hyper important de toutes ces machines qui te disent « Ah, t'as bien dormi cette nuit ». Ah bon? Punaise, c'est pas le sentiment que j'ai, quoi. Hein. Ou alors, t'as vraiment hyper mal dormi. Hein. Ouais, ça va. Donc en fait, on devrait beaucoup plus accepter de se faire confiance que de suivre une machine qui va te dire qui est beaucoup moins fiable. Tu dormirais avec une PSG, donc des capteurs de partout. Là, oui, effectivement, ça va te donner un truc hyper fiable. C'est pas hyper glamour déjà, et c'est pas hyper confort non plus. T'as quand même des câbles de partout, c'est quand même pas hyper confort. Donc du coup, là, oui, ça peut donner une information super fiable. La montre, ça peut te donner une indication, ça peut t'aider à te dire, ok, vraiment, mais en fait, est-ce que tu avais besoin de la montre pour savoir que tu dormais mal? Pas certaine. Ah non, je crois que tu avais une autre question. T'as relevé la main. Oui. Ouais. Ils s'endorment pas là où ils se réveillent? Mhm. Oui. Alors, plusieurs choses. Soit en théorie, s'il est sur son tapis d'éveil, t'es censé pas être pas trop loin, quand même. Ah, alors la question, c'était j'ai expliqué qu'il était important de pouvoir se réveiller dans l'endroit dans lequel on s'est endormi. En gros, c'est ça, je résume. Donc la question c'était s'il s'endort sur son tapis, bah du coup je vais le prendre et je vais le mettre dans son lit. Est-ce qu'il vaut mieux du coup le laisser dormir sur le tapis ou est-ce qu'il vaut mieux en gros le transvaser et qu'il se réveille dans un endroit différent dans lequel il s'est endormi? Ma réponse c'est en théorie, t'es pas censé le laisser complètement tout seul. S'il est à l'âge du tapis d'éveil, c'est quand même qu'il est plutôt petit, donc c'est censé quand même avoir un œil sur lui. En tant que parent ou en tant que mode de garde ou autre, tu t'es censé connaître l'enfant et en fait d'être capable de détecter ses signes de fatigue. Et quand il y a un signe de fatigue, c'est le moment où il faut l'accompagner vers la sieste ou vers le sommeil. Donc du coup, normalement, il devrait pas s'endormir par terre, pas là où. Après, ça peut arriver. Parfois, il peut s'endormir et tu l'as pas vu, tu as fait autre chose et c'est ça. Voilà. C'est ça. Mais du coup, si jamais effectivement ça s'est quand même passé, souvent on a envie de surtout pas le réveiller. On le prend tout doucement, on le pose. Et en fait, l'erreur, elle est là. C'est-à-dire qu'il vaut mieux créer un petit réveil
et le prendre et alors, je dis pas de mettre plein phare et de faire wouh, ça y est, on est à la maison, on a fini la balade, je te mets dans ton lit, allez, tu dors. Clairement, si tu fais ça, ça marchera pas. Par contre, tu fais un espèce de petit réveil où tu lui dis, on est arrivé à la maison, tu viens, je te pose, t'es dans ta chambre, tu peux continuer ta sieste dans ta chambre. Soit il a besoin de sommeil, soit il est dans son sommeil et il va faire un pseudo micro-réveil, il va capter ce qui se passe, t'es là, tu lui parles, ok, j'arrive dans mon lit, j'y suis dans mon lit, je connais cet environnement, je suis sécure, tout va bien. Soit il va se réveiller, et s'il se réveille, c'est probablement qu'il n'avait pas besoin de dormir. Et que sa sieste a été induite par je suis dans la poussette, je vibre dans mes petits pavés bordelais, pas bordelais, pardon, on n'est pas, pardon. Je vibre dans mes pavés aixois. D'abord, il y a des pavés aix? Il y a des pavés aixois. Je me suis endormie sur mes pavés aixois. Et, du coup, cette vibration m'a fait m'endormir. Mais comme j'avais pas besoin de dormir, finalement, je me réveille et c'est pas grave. Donc, effectivement, j'ai dit au début qu'on évite de réveiller un enfant. Mais c'est dans le sens où on évite de se dire, attends, t'as dormi 2 heures, pump it up, c'est l'heure d'aller se réveiller parce qu'il faut goûter et que c'est maintenant qu'il faut goûter et que j'ai décidé qu'à 7h30, c'était l'heure de goûter. C'est pas pareil que dans une situation où effectivement, tu t'es rendu compte que t'es parti te promener, parti faire tes courses, il s'est endormi dans la voiture, il s'est endormi là, t'essaies de changer. Et encore une fois, s'il a besoin de sommeil, il va se rendormir. Bien sûr, fais pas un pump it up. Mais si t'as besoin de sommeil, et s'il se rendort pas, c'est qu'il n'avait probablement pas besoin de sommeil. Parfois, on rêverait, on se dit, punaise, il s'est endormi, chouette, je vais pouvoir faire des choses tranquillement. Ah, tu dors plus, dommage. Mais c'est qu'il n'en avait pas besoin. Donc, c'est hyper important de faire la différence avec ça. Ça va? Oui. Et si tu choisis de le laisser dormir, par exemple, dans ça, il va vite ou pas? Tu m'arrives une ergot, toi, pour ton nom? Alors, la difficulté, c'est que tu imagines bien que le confort et la restriction des mouvements dans une poussette, elle est présente par rapport à un lit matelas ferme dur dans lequel il peut faire tout ce qu'il veut. Donc déjà, sur le plan du développement, c'est pas génial. Sur le plan du confort, c'est pas génial. Si tu t'endors, toi, dans un fauteuil, dans ton canapé, assis, même si t'es un peu couché, tu vas te réveiller en mode oui. Lui, c'est pareil. Même si tu dis que c'est un truc tout mou, en vrai, c'est pareil. Donc, il va pas forcément aimer ça. Donc, son sommeil va pas être récupérateur. Donc, il a dormi, mais c'est pas récupérateur. Du coup, il va se réveiller grognon parce qu'il a un peu dormi, mais pas très bien. Donc, du coup, c'est pas forcément une bonne chose. Donc, le laisser s'endormir dans la poussette, c'est pas une bonne chose. T'es parti en balade, il s'est endormi, tu le laisses dormir. Le temps de la balade. Quand t'arrives à la maison, tu le sors de là. Tu le déballes. On va peut-être devoir faire une formation sur le fait de déballer un enfant après la sieste. C'est à prévoir. Et si on l'a amené en balade pour l'endormir? Alors, c'est dans quelques diapos. Effectivement. Un tout petit peu de patience, Madame Noémie. Voilà. Oui? Ah non. T'as vu une question. Tu te fais engueuler toujours. C'était bon sur ça? On est parti. Du coup, les différents cycles, donc on a une apparition du rythme jour-nuit qui est progressif, qui se fait en fonction de l'évolution de l'enfant. Comme j'ai dit, le rythme circadien de l'enfant apparaît en gros vers 3-4 mois. Il y a l'environnement vraiment dépend de cette mise en place de ce rythme, avec cette alternance de jour et de nuit, avec la régularité des repas, avec la régularité des temps d'éveil, des temps de jeu, des promenades, de tout ce qu'on appelle les moments sociaux. On voit à peu près en moyenne de la naissance à 2 mois, l'enfant dort entre 14 et 18 heures. Encore une fois, ce ne sont que des normes, ce ne sont que des moyennes, c'est vraiment faire au cas par cas pour son enfant. De la naissance de 2 mois à 9 mois, on est sur du 12 à 16 heures, 9 mois, 3 ans, 11, 14 heures, à partir de 3 ans, sur du plus ou moins 10, 13 heures. Ça reste toujours dépendant de chaque individu. Là, j'ai oublié la source, voilà, mais la source, c'est Amélie. Amélie Santé. Voilà, hein. On revient. Vous l'avez vu, la source. Si, vous l'avez vu. Du coup, sur Amélie Santé, ça donne en fonction des différents âges, la norme. En bleu foncé, c'est ce qui est recommandé. On est censé être là en fonction de l'âge que l'on a. En bleu clair, c'est la tolérance. On accepte. Ça peut passer. C'est-à-dire que t'es plus ou moins ce qu'on appelle un gros dormeur, plus ou moins ce qu'on appelle un petit dormeur. Hyper vigilance avec ce terme-là. Faut pas confondre un gros dormeur avec des problèmes d'hypersomnolence ou des petits dormeurs avec des problèmes d'insomnie. Mais en tout cas, c'est une tolérance. Au-dessus ou en dessous, c'est pas recommandé. Ça veut dire qu'il y a une difficulté. Ça veut dire qu'il faut aller consulter
parce que c'est vraiment dans ce qu'on appelle la partie pathologique. Il y a des facteurs favorisants pour qu'un enfant s'endorme. Les facteurs favorisants, c'est la faible luminosité. C'est important que l'enfant dorme la nuit dans un noir total et absolu. Grande vigilance sur tout ce qui est veilleuse, notamment tout ce qui est veilleuse de lumière bleue, de lumière verte, de lumière violette, de lumière blanche forte, qui vont empêcher la sécrétion de mélatonine et qui vont favoriser la sécrétion de cortisol. Donc ça, c'est vraiment hyper important d'avoir ça en tête. On fait attention aussi à pouvoir favoriser un sommeil diurne. Dans ce sommeil diurne, on évite d'avoir un noir total absolu. Par contre, on a une vraie pénombre. C'est-à-dire qu'on peut laisser un volet légèrement entrouvert, on peut laisser une porte légèrement entrouverte. C'est pas idéal, mais c'est plutôt le volet. Il faut qu'en fait l'enfant soit capable de différencier le jour et la nuit. Si il n'a pas son donneur de temps qui est la lumière, il est perdu. Vu que c'est ça qui permet principalement de pouvoir permettre la régularité des cycles. Donc c'est important de faire la différence entre le jour et la nuit. Mais on ne le laisse pas non plus dormir un volet ouvert en disant tu te débrouilles, c'est la journée. Il faut quand même de la pénombre pour que le corps puisse s'apaiser et que l'enfant puisse s'endormir. Mais petite pénombre différente de nuit totale, de noir absolu. C'est ça ta question? Je l'ai lu, ça, et du coup, je vous poser la question. Mais c'est vraiment pénible, c'est-à-dire que tu dois pouvoir te déplacer parce que tu connais tes meubles. C'est pas de la lumière, c'est vraiment un filet de lumière. Tu vois, typiquement, si tu as des volets en persienne, tu vas laisser un trait. Ah oui, bah ça marche pas du coup, effectivement. Mais voilà, tu vois, tu dois vraiment avoir si tu as des volets comme ça, que tu as des rideaux occultants. Et voilà, en fait, ça suffit. Ça suffit. C'est vraiment une toute petite pénombre. C'est pas du grand jour. Souvent, justement, ce discours-là est mal compris. En mode, laisse de la lumière. Bah non, si tu laisses de la lumière, tu dors pas. C'est pour ça aussi qu'il faut faire attention à ce que l'environnement de la chambre soit favorisant. J'en parle un peu après. L'environnement de la chambre, tu dois pas avoir de visible, de disponible partout, tous les jeux, 12 000 peluches, des cadres hyper intéressants, parce qu'en fait, sinon, clairement, si je te mets dans une pièce comme ça, tu vas pas dormir non plus. Tu vas dire, oh tiens, il y a un jouet. Oh, mais attends, là, faut que je dorme. Ouais, mais là, il y a mon petit joujou, là, j'ai clairement envie d'aller voir. C'est normal. Donc, il faut que la chambre soit le plus sobre possible, que la décoration soit sobre, qu'on soit vraiment dans une réelle pénombre où tu puisses, je dis, tu peux pas prendre un livre et le lire. Tu vois même pas vaguement le livre. Voilà, si tu détectes les meubles parce que tu les connais, que tu sais qu'il est par là et que tu avances en mode, ah oui, je le vois, il est là, quoi. Mais voilà, c'est une vraie pénombre. Donc, la différence, elle est vraiment là. C'est tout plein de questions. Du coup, la faible luminosité, le temps calme. Et la faible luminosité, c'est aussi important pour se dire que dans la journée, on doit voir petit à petit cette lumière disparaître, c'est l'inverse. Du coup, c'est vraiment très important que les enfants soient mis dehors. La lumière naturelle de dehors a beaucoup plus d'impact. Quand on est en train, tout le temps, dans des pièces artificielles où on ne voit que des plafonniers, le corps ne sait pas si c'est le matin, si c'est l'après-midi, si c'est le soir. On ne voit pas ça. On le voit quand on part, quand il fait nuit et qu'on part le matin travailler, qu'il fait noir. Quand le soir il fait déjà noir, on ne sait plus à quel moment on est. On se sent déphasé. Bah, c'est exactement pareil pour l'enfant. Il est déphasé. Du coup, la luminosité naturelle qui décline, pareil dans la maison, le soir, quand on commence à vouloir rentrer dans le tunnel 18-20 où on veut coucher son enfant, il faut que petit à petit, la lumière baisse dans la maison. On éteint le plafonnier, on préfère des petites lumières à droite à gauche qui favorisent l'endormissement. Temps calme aussi, pour permettre de descendre le taux de cortisol, qui est une hormone donc de l'éveil. On essaie tout doucement de passer dans des temps calmes. On évite la super excitation de je te cours après dans la maison au moment d'aller se coucher. Ça marche pas. On favorise vraiment ces petits temps calmes. Ensuite, une température adaptée, c'est vraiment très important de pouvoir faire baisser la température du corps. Qu'est-ce qu'il y a-t-il? Ah oui, c'est sûr. Mais après, tu gères ton endormissement pourri. Tu te mets des bâtons dans les roues, tu gères toute seule après. Hein. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment une température adaptée qui va pouvoir permettre, en fait, le corps pour s'endormir a besoin d'abaisser sa température. Si l'enfant s'est excité, s'il a sauté, s'il a couru, s'il est dans tous les sens, forcément, il s'endort pas. On le voit bien en pleine temps de canicule, je peux trouver le mot.
on n'arrive pas à s'endormir. On a trop chaud pour s'endormir. Mais l'enfant, c'est pareil. Si sa température corporelle est trop haute, il peut pas abaisser son métabolisme, il peut donc pas s'endormir. Donc, une activité physique juste avant de s'endormir, c'est pas un bon plan. Du coup, les hormones importantes dans le sommeil, c'est mélatonine et cortisol. Il y en a plein d'autres, je vais pas vous faire une tartine sur ça maintenant, mais la mélatonine, si on caricature, c'est l'hormone de l'endormissement, quand à l'inverse, le cortisol est une hormone d'éveil. On simplifie, on caricature, on est bien d'accord. C'est beaucoup plus complexe que ça, mais ça sert à rien d'aller plus loin pour cette soirée-là. Les grands piliers du sommeil, c'est donc l'horloge interne et les horloges périphériques. L'horloge interne, c'est donc le rythme circadien et les hormones. Et l'horloge périphérique, c'est tous les moments sociaux. C'est l'heure du repas, c'est la régularité du repas, c'est l'activité physique, c'est la promenade. C'est tout ce qui fait que, bah tiens, là, si on est en train de manger avec les copains, c'est qu'on n'est pas en train de dormir. Tiens, là, si je suis au parc, c'est que c'est pas le moment de dormir. Tiens, si tout le monde s'en va chez soi et qu'il se passe plus rien et que tout le monde s'endort, peut-être que c'est le moment de dormir. Ces moments sociaux sont ce qu'on appelle des donneurs de temps. Les signes de fatigue, c'est hyper important de détecter les signes de fatigue qu'on peut avoir chez son enfant. Les parents sont les experts de leur enfant. Je passe mon temps à dire ça en consultation et en formation. Le parent est l'expert de son enfant. C'est le seul qui est capable de détecter les choses. On a chacun des signes de fatigue qui sont différents. On a les signes de fatigue de celui qui va bâiller, celui qui va cligner des yeux, celui qui va se frotter le nez, qui va se frotter l'oreille, qui va se frotter les cheveux, qui va plutôt se lever, venir se caler contre maman, contre papa, qui va faire un câlin au chat, qui va se mettre dans un coin du canapé et qui va se mettre un petit peu en boule. Chacun a des signes différents de fatigue. Il faut juste être capable d'observer son enfant, de prendre le temps de regarder et de se dire, tiens, à chaque fois qu'il fait ça, c'est derrière, il est fatigué. Donc, du coup, ça veut dire que c'est son signe de fatigue, c'est son signe d'endormissement. Pardon, monsieur. C'est le moment où il faut aller repérer ça. Et encore une fois, en tant que parent, on est censé observer nos enfants et voir comment ils réagissent. Donc, c'est vraiment très important. Il y a plein de signes différents, les paupières lourdes, les yeux qui piquent, je vais pas forcément faire un détail, mais il en existe plein de différents et chaque enfant est différent. Ce qui est par contre super important, c'est que dès que le sommeil se fait ressentir, faut pas lutter. Faut pas apprendre à nos enfants à lutter en disant « Ah oui, non mais en fait, là il est 19h04, t'es censé dormir à 19h30, tu dors pas maintenant quoi. » Parce qu'après, si tu te couches trop tôt, demain matin tu vas me réveiller trop tôt. Ça marche pas comme ça. Parce que si on apprend à l'enfant à lutter contre son sommeil, quand on est trop fatigué, pour eux comme pour nous, on n'arrive pas à s'endormir. Si on est trop fatigué, qu'est-ce qui se passe? Le corps crée du cortisol pour pouvoir rester éveillé, qui est donc l'hormone éveillante. Si on a de cortisol dans le sang, on ne peut pas s'endormir. Donc, du coup, on a lutté, c'est contre-productif. On n'arrive pas, du coup, à pouvoir s'endormir. Donc, du coup, lutter contre le sommeil, c'est pas une bonne chose. Ce qu'il faut, quand on se rend compte que tous les soirs, c'est la galère, que tous les soirs, il est fatigué à 18h, peut-être que ça veut dire qu'il lui manque une sieste un peu plus tôt. Il faut donc observer son enfant sur 24 heures, mais sur 24 heures pendant pas une journée, mais pendant 1, 2, 3, 4, une semaine, au moins 2 semaines, voire 3 semaines. Il faut vraiment observer son enfant. C'est pour ça que, en théorie, les parents sont vraiment les experts de leur enfant. Ils sont capables de pouvoir dire, ah bah ouais, effectivement, si je regarde un tout petit peu, je me rends compte que tous les jours à 18 heures, il montre un signe de fléchissement. Peut-être qu'il faut lui rajouter une sieste avant. C'est vraiment hyper important, en tout cas, de pas apprendre à lutter contre le sommeil. Du coup, la préparation au sommeil, elle a plusieurs possibilités. Il faut avoir un environnement adapté. Donc, dans un lit d'un bébé, c'est pas d'oreiller, pas de couette, mais une gigoteuse adaptée à la taille de l'enfant. Vraiment attention à ce que ce soit adapté à la taille de l'enfant. Parfois, on se dit, ouais, mais j'ai pas acheté une gigoteuse maintenant 0,6 mois pour en acheter une après 6 mois, 1 an, puis en acheter une après. Bah, en fait, si. Il faut en acheter. Ou alors, il faut acheter du matériel qui est évolutif avec des espèces de petites pressions qui peuvent agrandir en fonction de l'âge de l'enfant, en fonction de la taille, plus que de l'âge d'ailleurs. Mais c'est hyper important d'avoir du matériel adapté, c'est du matériel sécuritaire. Un enfant qui a une gigoteuse trop grande, c'est un enfant qui peut passer les mains à l'intérieur de la gigoteuse, se retrouver au fond de la gigoteuse et juste simplement s'étouffer. Parce que ça vaut le coup plutôt d'acheter une gigoteuse de plus que de prendre le risque de laisser son enfant s'étouffer. C'est un avis personnel, chacun fait ce qu'il veut. Un lit sécurisant et adapté, ça veut dire pas de tour de lit, ça veut dire pas de couette, pas d'oreiller, pas de mobile, pas de peluche lourde dans le lit, rien de tout ça, le minimum possible. Pas de peluche et les doudous qui sont marqués CE, une chambre aérée absolument, une température entre 18 et 19 degrés, une décoration comme je disais sobre et apaisante, une faible intensité lumineuse dans la chambre ou modulable pour qu'on puisse passer tout doucement sur un endormissement naturel. Quand on lit l'histoire, on évite de lire l'histoire en plein plafonnier. On lit l'histoire avec une petite liseuse, c'est plus facile. Et pareil, un niveau sonore bas, on n'a pas besoin d'avoir un silence absolu, il n'y a pas besoin de ça. Par contre, on essaie vraiment, quand on raconte une histoire, si je la raconte en criant mon histoire, ça marche pas. Par contre, si je la raconte et que petit à petit, je suis en train de dire, du coup, le petit chat en rougissant,
et qu'on finit par chuchoter, doucement, l'enfant se laisse dormir et se laisse partir dans les bras de Morphée. En sachant on part toujours de la chambre avant que l'enfant soit endormi. On en reparlera un petit peu après. Juste que tu continues, parce que j'ai un problème avec mon téléphone, parce que j'ai un limitateur d'utilisation d'Insta. Tu vas couper Insta dans pas longtemps. Oh bah Je vais non. juste faire un break. Si tu veux garder le Insta, je coupe 2 secondes, je suis désolée. Par qu'on perd pas. Ok, partie 2, quand la technologie nous joue des tours. Du coup, on avait une question. Oui. Alors, la question, c'était, je parlais de gigoteuse et que penser en gros de l'emmaillotage. Alors, l'emmaillotage, c'est quelque chose qui peut apaiser un enfant, parce qu'il faut quand même se dire que dans le ventre de la maman, il n'était pas emmailloté, mais pas loin. C'est-à-dire qu'il était bloqué, je fais attention au micro, mais en gros, il était bloqué comme ça, et il était très bien, il était rassuré, et on le voit très bien, un enfant dans un lit, quand il est posé à plat dos sans aucun truc, il fait un moro de dingue en mode « Ah, mon Dieu, où est-ce que sont mes limites ?» Donc, il cherche ses limites. Un enfant qui cherche ses limites, c'est un enfant qui peut ne pas s'apaiser. Donc, la couverture d'emmaillotage peut apporter cette sécurité-là. Moi, je la recommande, non pas comme ça, c'est quand même pas hyper sécure, parce qu'en fait, quand il est dans le ventre de la maman, il n'est pas comme ça. Mais il est, pardon au micro, désolé, mais il est comme ça. Donc, en fait, quand on emmaillote un bébé, on l'emmaillote plutôt en rapprochant ses mains de la ligne médiane. Et en fait, parce que tout simplement, s'il est là, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il peut s'auto-apaiser en suçant son pouce tout seul. Et en fait, la position dans laquelle l'enfant se rassure, c'est pas en mode momie, hein. C'est en mode, je rassemble, je me regroupe. Donc, du coup, tu peux coucher l'enfant en mettant ici un petit coussin sous les jambes pour pouvoir l'aider à se redresser. Parce que quand t'as mal au ventre, quand t'es pas bien, quand t'es chafouin, est-ce que tu te mets en mode plaqué, pas bouger? Bah non, tu te mets plutôt sur le côté, plutôt en boule. Cette position boule, comme il n'est pas capable de l'avoir tout seul, on va, entre guillemets, l'aider à la reproduire. Donc, tu vas l'emmailloter, tu vas rassembler ses petits bras. S'il veut les mettre à la bouche, il peut. S'il veut se toucher le visage, il peut. En tout cas, il peut s'auto-apaiser tout seul. Et en ayant un petit coussin, un lange, il n'y a pas besoin de grand chose, hein. Juste, tu surélèves un tout petit peu. Il va avoir cette position d'enroulement. C'est beaucoup plus apaisant. Un enfant, quand il est pas bien, il cherche à s'enrouler. Quand il est dans tes bras, il est pas comme ça. Il vient, il se met comme ça, et il vient en mode un peu, en position fétale, en fait. Donc, ce que je pense de l'emmaillotage, c'est que ça peut aider certains enfants. Encore une fois, il n'y a pas de chose magique qui va fonctionner pour tout le monde. Il y a ce qui va fonctionner pour l'un et par l'autre. Il y en a qui vont adorer être emmaillotés, qui vont adorer plus tard les couvertures lestées. Il y en a qui vont pas supporter. Chaque enfant est différent. Il faut s'adapter à chaque enfant. Je sais pas si tu veux y répondre maintenant ou après. Je te dis la question de Jessica Baba de l'association Liga. Bonsoir, Jessica. Comment faire pour qu'un enfant de 3 ans dorme dans son lit? Je sais pas si tu... Pas maintenant, effectivement. Désolée, Jessica, je te répondrai tout à l'heure. Oui, oui. Oh là, oh là, oh là. Attends, oui. Ça en faisait 3 d'un coup, j'ai eu un petit peu de mal à réagir. Je t'écoute. On fait un ping-pong, nickel, on fait un ping-pong. L'emmaillot. D'accord. Alors, la question, c'était, est-ce que ça peut pas risquer de créer des mauvaises habitudes d'endormissement? Oui et non. C'est-à-dire que l'emmaillotage, clairement, oh, chou. L'emmaillotage, c'est quelque chose que tu vas, c'est ça. C'est quelque chose que tu vas faire chez un bébé petit, tout petit. Tu vas pas le faire longtemps. C'est en fait au départ le temps qu'il apprenne à, le temps qu'il apprenne à gérer ses limites corporelles, le temps qu'il apprenne à gérer son environnement. Donc, c'est chez le bébé et le petit. S'il en a, par exemple, s'il en a besoin plus tard ou plus longtemps, c'est peut-être qu'il y a une problématique sensorielle. Dans ces cas-là, ce qu'il faut, c'est répondre à la problématique sensorielle. Beaucoup plus que simplement te dire, je garde cette petite béquille-là et point final. C'est qu'il faut aller chercher qu'est-ce que cet emmaillotage lui procure, qu'est-ce que ça lui donne, qu'il va rechercher. C'est ça qui est hyper important. Donc du coup, oui et non, tu ne crées pas des mauvaises habitudes, parce qu'en fait, les mauvaises habitudes, elles sont pas tout de suite. Et que l'emmaillotage, passé 6 mois, il y a peu de chances qu'il le garde. C'est vraiment tout petit, petit, petit. Toi. Alors la question, c'est à partir de quel âge on peut mettre la couette? À partir du moment où l'enfant est capable complètement de sortir de son lit, en sécurité, de rentrer, de sortir. Plus ou moins 2 ans. Plus ou moins, encore une fois, ça va vraiment dépendre des enfants.
Ça va dépendre de ce qu'ils ont envie, ça va dépendre de comment le lit est géré. C'est pas pareil si tu as une couette avec les couettes qui sont en mode caradou, où elles sont zippées de partout et où en fait il n'y a pas de risque que la couette lui vienne sur la tête, parce qu'elles ont une limite et qu'elles s'arrêtent là au plus haut, que si tu as une couette avec un adrodon de ton arrière-grand-mère en plume qui pèse 3 kilos sur lequel l'enfant est assis. Encore une fois, toujours vigilant, ça dépend toujours des compétences de l'enfant, ça dépend aussi de son envie, de son besoin. Tu peux avoir un enfant qui a un besoin de liberté, qui a vraiment besoin de bouger, dans laquelle la turbulence, ça le rend complètement dingue. Encore une fois, on s'adapte, on fait attention, on est vigilant, ça dépend des compétences motrices de l'enfant. Deuxième question. Oui. C'est la mode actuellement. Oui. Les lits au sol. Oui. Et alors, ça donne bien à partir de quel âge? On pourrait dire, bah, en vrai, on ne met jamais un lit à barreaux. On met là au sol avec éventuellement pour des tapis. Tu me laisses la dia d'après pour t'y répondre? La dia d'après pour t'y répondre? La diapo d'après? Oui, la diapo pour t'y répondre. Accordé? Elle vient le stress, hein. Donc, pour favoriser la préparation au sommeil, on fait attention à avoir une santé optimale, c'est-à-dire un petit nez dégagé. Donc, pour ça, on a des petites choses comme la tribu Happy Kids qui fait mon petit pif. Ce sont des petites seringues qui permettent d'apprendre à laver le nez de l'enfant. On fait un lavage de nez quotidien, mais on fait du basse pression, c'est-à-dire qu'on met pas un coup de Karcher dans le nez de l'enfant, on y va tout doux, tout doucement, et c'est hyper important parce que je vais le faire en micro, promis, mais une bonne hygiène nasale, ça veut dire une respiration nasale exclusivement. Dès la naissance, un enfant respire par le nez et jamais par la bouche. Une respiration buccale, c'est une respiration pathologique. Une respiration buccale, ça veut dire que la langue ne monte pas au palais. Si la langue ne monte pas au palais, elle ne développe pas le palais. Si le palais n'est pas développé, ça ne développe pas l'équation nasale, ça ne développe pas les conduits auditifs. Donc, on favorise les rhumes, on favorise les otites. Si on ne développe pas les conduits auditifs et en gros toute la sphère ORL, on ne favorise pas la croissance maxillofaciale. Si on ne favorise pas la croissance maxillofaciale, on entraîne une langue basse. Si on a, et ainsi de suite. Je m'arrête là parce que c'est pas le sujet, qu'il y a d'autres choses à voir sur ça, mais en tout cas, avoir un nez propre, un nez en bonne santé, enfin, avoir un nez propre, c'est être en bonne santé. Donc, c'est très important. Donc, petit nez dégagé. Couche propre. On évite de coucher l'enfant en ayant une couche souillée. Ça paraît à la base. Dans le doute, on le redit. Des vêtements confortables, les besoins primaires qui sont satisfaits. Donc, ça veut dire que l'enfant est sécurisé, l'enfant va bien, il est en confiance, il est propre, il a ni trop chaud, ni trop froid. Et il a mangé. Attention à l'alimentation nocturne. Bien sûr qu'un enfant qui ne fait pas ses nuits parce qu'il mange la nuit, s'il est tout petit, c'est normal. L'alimentation nocturne fait encore partie de son besoin physiologique. Il n'a pas les compétences, il n'a pas les ressources métaboliques, physiologiques pour pouvoir tenir des nuits énormes d'un adulte. Donc c'est normal qu'il y ait des réveils nocturnes pour l'alimentation. Après, il y a réveil nocturne et réveil nocturne. Il y a le réveil nocturne parce que le bébé a un besoin physiologique de manger, de se nourrir la nuit. Et il y a le bébé qui va vouloir le sein, qui va vouloir le biberon la nuit parce qu'il a engrammé qu'à chaque fois qu'il s'endort, il est mis au sein ou il est mis au biberon et donc du coup, il veut simplement reproduire son endormissement initial et donc il cherche à le reproduire à chaque fois et donc il veut se mettre au sein. Mais c'est là qu'il faut faire la différence entre une tétée nutritive et une tétée non nutritive. C'est très important de faire cette différence-là. C'est pour ça que même si on allait son enfant, même si on donne son biberon à son enfant, on fait en sorte qu'il ne s'endorme pas complètement au sein. Quand on voit que la tétée nutritive est finie, non, on ne le secoue pas. Il va falloir aussi faire une formation sur le bébé secoué apparemment. On ne secoue pas l'enfant, mais au moment où on sent qu'il est en train de lâcher, que la tétée elle est plus nutritive mais qu'elle est câlin, que le biberon il est en train de s'endormir dessus, ça veut dire qu'il n'a plus faim. Donc on enlève le biberon, on enlève le bébé du sein. On fait un petit réveil, on ne le secoue pas. Et on le met dans son lit et on lui indique que maintenant il est couché dans son lit, dans sa chambre en sécurité. Bonne nuit, bisous et à demain. On induit cette espèce de petit réveil où on fait en sorte en fait que l'enfant ne s'endorme pas. On le laisse pas aller jusqu'à s'endormir. Même si parfois on se dit oh, trop bien, je l'ai mis au sein et s'est endormi. Marque rien. Sauf que on induit un endormissement non autonome. Du coup, voilà, les besoins aussi de sécurité qui sont satisfaits, la prévention de la mort inattendue du nourrisson, donc avec un couchage sur le dos exclusivement.
régularité et rythmicité dans la manière dont on s'endort, c'est-à-dire que c'est toujours à la même heure, au même moment, on ne change pas les rythmes. Un enfant chez qui on ne donne pas une régularité, une rythmicité, il ne peut pas mettre en place son horloge circadienne, il ne peut pas mettre en place son fonctionnement et donc il ne pourra pas dormir à des heures correctes. Donc c'est vraiment très très important de mettre en place une régularité, une rythmicité. Parfois on a envie de se dire, moi mon enfant, le jour où il vient au monde, mais je l'emmène partout, je veux pas savoir. Là, sous le coude, le sein en permanence, comme ça on est tranquille. Sous le coude, il se déplace, il est partout. Alors oui, bien sûr qu'on n'est pas censé rester esclave de son enfant à s'enfermer à la maison. Évidemment qu'on peut s'autoriser à sortir, qu'on peut s'autoriser à bouger, qu'on peut s'autoriser à faire des choses. Et heureusement, sinon c'est quand même vraiment pas très rigolo. On n'aurait pas fait 4 sinon. Ça serait bien ennuyé avant, bien arrêté avant. Mais donc oui, c'est hyper chouette. Et oui, on peut se déplacer et on peut faire plein de choses avec son enfant. Et il faut le faire. Et c'est chouette de le faire. Par contre, il faut être conscient que le jour où si on fait ça tout le temps, si tous les week-ends on l'empêche d'avoir ses heures régulières de sommeil, on l'empêche d'avoir ses heures régulières de fonctionnement, il ne peut pas être capable de s'endormir, donc il va être fatigué. Si vous, tous les week-ends, vous faites la Java, vous mettez la semaine pour récupérer. Bah lui, c'est pareil. Donc, sauf que lui, il a un besoin de sommeil beaucoup plus important. Donc oui, des fois, on se dit, tu veux sortir ce soir? Ah oui, ben non, parce que j'ai pas de nounou. Donc soit on négocie avec le conjoint ou la conjointe en mode, ce week-end, c'est moi qui sors et toi qui garde bébé. Ça peut se faire. Soit si on veut sortir tous les deux, faut qu'on trouve soit mamie à côté qui est cool, soit tata, soit une nounou. Mais en tout cas, permettre à l'enfant d'avoir une régularité, une rythmicité, c'est vraiment très important. Ça veut pas dire ne plus jamais rien faire. Ça veut dire faire attention à comment on met en place une rythmicité pour son enfant. Voilà, par rapport au sommeil, il y avait effectivement le petit pic dont je parlais et le Rhino Horn. C'est l'avantage du Rhino Horn, ça c'est la version junior. Ça permet en fait, du coup je suis revenue en arrière, c'est pas grave, pardon. Mais ça permet en fait de pouvoir laver le nez. Et là, on n'a pas le risque de faire un mode Karcher parce que c'est la gravité qui fait que l'eau va passer de là à la petite narine du petit bout de chou. On a ensuite ce qu'on appelle les rituels. On a 2 types de rituels et c'est hyper important de différencier les 2 rituels. On a le rituel de l'endormissement et le rituel du coucher. Le rituel du coucher, si on voit très large, c'est ce fameux début d'organisation. C'est-à-dire que il faut dire que pour l'enfant, lui, il a pas d'horloge. Il sait pas lire l'heure, il sait pas ce que c'est que le 1 minute, 1 seconde, 1 heure et 24 heures. Sauf que si du coup, il y a une fois où tu le couches en mode, tu prends ton bain et hop, tu vas au lit. Si une fois, c'est tu manges et tu vas au lit. C'est une fois, c'est papa te lit une histoire. Une fois, c'est ta pas d'histoire. Lui, il est pas prévenu. Il sait pas ce qui va se passer. Il a besoin d'anticiper. Pour se sentir sécure, il a besoin d'anticiper. Il a besoin de se dire, voilà. Ah ouais, là, on recommence toujours la même chose. C'est-à-dire que c'est toujours, on va prendre un bain. Puis on va manger. Puis je suis mis en pyjama. Peut-être avant d'ailleurs, vu qu'on a pris le bain. Puis le bain, le pyjama, on va manger. Puis ensuite, on est en train de faire un petit temps calme. On lit une histoire. On fait un câlin. On va dans ma chambre. Ah, et là, je suis en train de m'endormir. Du coup, à force, quand il voit la première étape, il dit, c'est le début. C'est le début. Du coup, c'est hyper sécure. L'enfant, il sait où il va. Il sait ce qui se passe. Et donc, du coup, s'il est sécurisé, il est apaisé et il peut se dire, je sais ce qui va se passer. Je peux donc anticiper. Je peux donc me laisser aller à partir dans les bras de Morphée. Ensuite, ça, c'est le rituel du coucher. Ensuite, donc, il est complètement dépendant de l'adulte. Le rituel d'endormissement, c'est lui qui doit être autonome. C'est ce rituel-là qui doit être autonome. Parce que l'enfant doit pouvoir s'endormir et s'endormir. On se rappelle qu'à chaque petit wagon, à chaque petit cycle, il fait un micro-réveil. Si à chaque micro-réveil, il vous appelle parce que son endormissement, c'est dans les bras, c'est bercé, c'est en train de faire le tour du pâté de maison, c'est en train de faire une tétée, c'est en train de chanter une histoire, de chez une berceuse ou raconter une histoire, à chaque fois, il va vouloir reproduire ça. C'est pour ça que c'est très important que le rituel d'endormissement soit le plus autonome possible. On peut on peut aider l'enfant dans ces rituels-là. Chacun va le faire de sa manière, chacun va faire son truc. Il faut juste le comprendre, le voir et aider l'enfant à trouver son propre rituel. Mais il doit être autonome pour qu'il puisse le reproduire tout le temps, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, dans sa sieste. Oui. Un rituel d'endormissement? Le rituel d'endormissement, ça peut être l'enfant qui tu vas le coucher, tu lui dis bonne nuit, tu lui fais un bisou, il est encore réveillé dans son lit, et il va prendre son doudou, et il va faire ça, tu vois, il va faire, ok, bonne nuit maman. Merde, je redis le micro. Pardon. Tout va bien. Donc, il peut prendre son doudou, se caler, et il va faire ça, il va venir faire ça, là. Hop, il s'est endormi. Ça peut être des rythmes d'endormissement. Il peut faire, et
et plus rien. T'as plein de choses en fait. T'as celui qui va venir se frottouiller les cheveux, celui qui va venir se caler contre le coin du lit et se caler la tête, celui qui va prendre son pot, celui qui va prendre sa tétine, celui qui va prendre son doudou. Il y a plein de choses différentes. Mais c'est quelque chose qu'il doit faire de manière totalement autonome parce qu'il faut qu'il soit capable de le reproduire à chacun de ses micro-réveils. Sinon, comment? Tu peux l'inciter dans le sens où si tu lui donnes pas de doudou, il ira jamais chercher son doudou. Par contre, si à chaque fois que tu le couches, tu lui prends son doudou, tu lui mets du doudou dans la main, que tu lui rapproches du visage et que tu l'aides à faire ça, il peut se dire « Ah, ça c'est cool, je peux le faire tout seul et je vais le recommencer, et je vais le reproduire. » Tu peux légèrement l'induire. Clairement, s'il en a rien à faire du doudou, tu pourras faire ce que tu veux, il n'en a rien à faire. Mais tu peux potentiellement voir les choses. Et en fait, encore une fois, en observant ton enfant, tu sauras comment il réagit. Tu verras qu'à chaque fois que, par exemple, il s'endort, par exemple, en balade, tu vas te rendre compte qu'il fait des petites rythmies. Observe ton enfant et tu sauras quoi faire. Vraiment. Alors, c'est toi qui vois. Mais il faut effectivement pouvoir distinguer ça. Ça peut être dans le salon, ça peut être dans sa chambre. L'idéal, c'est effectivement plutôt de le faire dans la chambre pour que déjà tu aies limité les stimulations qu'il peut y avoir autour, parce que tu as déjà pu calfeutrer, entre guillemets, la lumière, fermer les volets, ce qui est pas forcément faisable quand tu as des plus grands et compagnie qui sont pas encore couchés. Mais du coup, plutôt dans la chambre pour avoir un espace un peu cocon, mais tu peux avoir un coin lecture, tu peux avoir un petit tapis, un petit coussin, un petit machin. Ou si tu le fais dans le lit, l'histoire, elle est dans le lit, mais t'es en position assise. Tu évites effectivement, coucher dans le lit, dans la position où tu sais qu'il va s'endormir. Parce que du coup, s'il s'endort pendant qu'il écoute l'histoire, il va vouloir reproduire ça la nuit. Donc, tu fais comme tu veux, comment tu le sens avec ton enfant, mais effectivement, c'est plutôt dans une position ou dans une situation légèrement différente de celle dans laquelle il va s'endormir. De Caroline, à partir de quel âge faut-il commencer l'endormissement autonome? Tu peux commencer plus ou moins à 6 mois, c'est le moment où ses besoins physiologiques seront satisfaits ou sera capable d'auto-apaiser. À 6 mois, l'enfant est capable d'autorégulation. C'est une moyenne, c'est une norme, ça va dépendre des compétences de ton enfant et tu vas savoir si oui ou non il est prêt à le faire tout seul. En vrai, il peut le faire dès le début. Il y a des enfants qui n'ont pas besoin d'aide pour s'endormir parce que ils y arrivent très bien et que comme on n'a jamais rien induit de dépendante de l'adulte, il n'en a pas besoin. Si jamais il est très dépendant, tu peux commencer à mettre en place plus ou moins vers 6 mois. Du coup, la qualité du sommeil, de la qualité de l'endormissement dépend la qualité du sommeil et donc dépendra la qualité de la journée le lendemain. Un enfant qui dort bien, c'est un enfant qui va pouvoir le lendemain jouer, se développer, explorer le monde et donc du coup pouvoir grandir. Oui. D'avant Oui. Non. Dans les rituels du coucher. Oui. Si tu le lances et que tu t'en vas et qu'il s'endort avec, c'est un rituel d'endormissement. Si tu lances l'histoire, que tu éteins l'histoire, que tu t'en vas et qu'il s'endort après, c'est un rituel du coucher. Elle réside dans le fait que si tu la lances et qu'il s'endort avec, c'est son rituel d'endormissement. Si tu la lances et que tu fais ton petit moment où on écoute au calme tous les deux, dans un moment tranquille, une petite histoire, une petite berceuse, une petite comptine, c'est comme si tu l'as raconté toi, et après tu dis bisous, bonne soirée, alors je raconte ce que tu veux, je t'aime, je te protège, je fais des beaux rêves, t'inventes la phrase que tu veux, mais il y a vraiment cette distinction de avant, après. Du coup, c'est important de pouvoir détecter les signes de manque de sommeil. Longue veillée égale journée gâchée. Clairement, quand on n'a pas dormi le lendemain matin, on n'est pas hyper en forme. Pour bébé, c'est pareil. Donc, les signes de manque de sommeil, c'est la fatigue, l'apathie, les somnolents, c'est tout ce qui concerne les diminutions des capacités d'apprentissage, des capacités de mémorisation, l'absence d'envie d'explorer le monde, c'est tout ce qui est les diminutions de la tolérance à la douleur, à la frustration, on peut avoir les céphalées et on a aussi le surpoids. Quelqu'un qui prend du poids, une des premières questions à se poser, c'est est-ce qu'il dort bien? C'est une des premières questions qu'on peut se poser. Quand on a des troubles du sommeil, on a une difficulté dans la régulation entre la leptine et la ghreline. C'est les hormones qui donnent la satiété ou qui donnent la faim. En cas de surpoids, une des premières questions qu'on doit se poser, c'est est-ce que je dors bien ou pas? Et ça, c'est valable aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte.
Les troubles du sommeil, on a 4 grandes régressions dans le sommeil de l'enfant qui sont normales, qui sont liées aux acquisitions normales du développement. Ça n'a donc rien d'effrayant. C'est pas parce qu'il fait une régression du sommeil qu'il fera forcément les 4. Peut-être qu'il en fera jamais aucune, peut-être qu'il fera les 4. Ce sont des régressions normales, elles ont un temps limite et il n'y a pas de stress à avoir. Ça s'appelle une régression de sommeil parce qu'effectivement, cet enfant qui peut-être faisait ses nuits, ses dormissements autonomes, tout d'un coup ne les fait plus. Et c'est normal. Il y en a 4, des phases différentes, et il n'y a pas d'inquiétude à avoir à ce sujet-là. Les 4 régressions, c'est plus ou moins à 4 mois, c'est l'évolution du sommeil, le changement du rythme, et c'est normal qu'il ait ce petite évolution. À 6 mois, 9 mois, c'est les acquisitions motrices, les premiers déplacements, les premiers retournements. Donc c'est le moment où, effectivement, il a une telle acquisition motrice avec un tel bond en avant des compétences motrices qu'il est beaucoup plus fatigué qu'avant quand il se déplaçait moins. Donc forcément, il va avoir besoin de plus de sommeil, peut-être être plus ronchon, plus fatigué, donc c'est normal. On a après les angoisses de séparation à plus ou moins 8-9 mois et vers 12 et 8 mois, on a de nouveau des angoisses de séparation avec les nouvelles acquisitions, notamment celle du « non, va dormir, non, va te coucher, non, c'est pas négociable, je te jure c'est pas négociable ». Donc voilà, et ces régressions, elles sont normales. Elles sont temporaires, ce qui veut dire qu'elles ne vont pas durer dans le temps. Si elles durent dans le temps, c'est qu'elles ont été appelées à tort régression de sommeil. On peut avoir des troubles du sommeil aussi qui sont induits par des difficultés chez le parent. Parfois, c'est le parent qui n'arrive pas à lâcher son enfant. Oh oui, mais le pauvre sans moi, il n'arrive pas à dormir. Donc, il faut qu'il dorme avec moi. Oui, mais du coup, est-ce qu'il respire encore? Donc, je vais aller le voir et le réveiller toutes les nuits pour voir s'il respire encore. Donc, quand l'attachement est pas sécure du côté parental, ça peut aussi induire des troubles du sommeil chez l'enfant. La fatigue, quand on est crevé, on est fatigué, et du coup on a beaucoup moins de patience, beaucoup moins de tolérance pour gérer son enfant qui est pas capable de s'endormir tout seul. Donc on n'arrive pas à être disponible pour l'aider, pour faire un endormissement qui soit, un coucher qui soit vraiment dans de bonnes conditions. Parfois l'envie d'une solution rapide, en disant non mais là ce soir je suis épuisée, je sais que si je te mets au sein tu vas t'endormir, je te mets au sein tu vas t'endormir. Alors bien sûr qu'on a le droit de craquer, qu'on a le droit d'être fatigué, qu'on a le droit de se dire ok là ce soir en fait je lâche, j'arrête. Je suis pas capable, j'ai pas envie de lutter, j'ai pas envie de batailler. Tu viens, on s'endort ensemble, c'est pas grave pour cette nuit. Et c'est important de se dire, ce n'est pas grave. C'est pas parce qu'on va céder une fois, 2 fois. Si on cède tout le temps, c'est autre chose. Si de temps en temps on cède parce qu'on en peut plus, on a le droit. On n'est pas des warriors, on n'est pas des surhommes, on n'est pas des robots. Il y a un moment où on a le droit de s'écouter aussi. Et un parent qui est à bout de nerfs, qui est à bout de fatigue, ne sera pas capable de gérer le lendemain, ne sera pas capable de gérer son enfant. Donc il vaut mieux au bout d'un moment dire ok, c'est bon, ce soir j'arrête, je bataille pas, je lutte pas, viens on dort comme ça. C'est pas l'idéal, mais je sais que ça fonctionne, donc pour cette nuit on va faire comme ça parce que j'ai besoin de dormir. Parce un parent qui n'est pas reposé, c'est un parent évidemment qui va pas être capable de gérer le quotidien du lendemain. Hyper important de faire attention à ça et de pouvoir dire là je peux plus. Soit je passe le relais à mon conjoint, soit j'ai quelqu'un qui peut réellement faire le relais et je te laisse ma maison et mon enfant et moi je passe chez toi et je dors pour de vrai. Pardon, je vais te pourrir une nuit, mais moi je vais récupérer une nuit. Toi c'est juste une nuit, tu récupéreras ensuite. Moi j'en ai pas d'autre. Donc c'est vraiment hyper important. On ne culpabilise pas un parent qui a besoin de dormir. On soutient un parent qui a besoin de dormir. Le manque de conviction aussi, oui mais il est trop petit pour dormir tout seul dans sa chambre. Il a 10 ans, c'est pas grave. Mais trop petit quand même, tout petit choupi. La peur aussi de réveiller le reste de la famille. Quand on a des enfants qui sont rapprochés ou quand on n'a pas une maison qui est un château, parfois on se dit chut, j'ai déjà galéré à dormir le premier, si toi tu me le réveilles, ça va pas le faire. Donc parfois on peut céder un peu trop rapidement sur une difficulté parce qu'on a peur qu'il réveille les autres frères et sœurs. Ça peut être compliqué. Ou quand simplement le conjoint ne supporte pas l'enfant qui va pleurer. Quand on va le conjoint va pas supporter le manque de sommeil. Parfois on peut céder trop rapidement parce que du coup, soit on n'y arrive pas nous, soit c'est le conjoint qui n'y arrive pas. On peut avoir quand même des causes physiques et c'est quand même à prendre en compte. Il y a 15 à 20% des troubles du sommeil qui ont des causes médicales, mais ça veut dire que les 80 à 85 autres % ont des causes autres, ont des causes qui sont des mauvaises habitudes de vie, des mauvaises habitudes de sommeil, qui sont des mauvais environnements, qui sont plein de choses sur lesquelles on peut agir très facilement. Seulement 15 à 20% ont des causes médicales. Ça peut être la faim, ça peut être des pathologies plus ou moins importantes, ça peut être des petits maux, les petits poussés dentaires, les petits bobos, les petits bras cassés et compagnie. Il peut y avoir plein de petites choses sans que ce soit forcément très grave. Les causes environnementales, l'aménagement qui est pas adapté au niveau de la pièce, les absences de repères, c'est-à-dire qu'une fois t'es couché à 19h, une fois t'es couché dans le salon, une fois t'es dors dans la poussette, une fois t'es dors dans la voiture, toutes ces choses qui sont pas, cette absence de repères peut vraiment entraîner des troubles du sommeil.
l'aménagement du lit qui est pas adapté et le co-sharing. Ah, oups, là, on va pas échapper dans le micro. Alors, on a cette mode effectivement du cododo, du je dors dans le lit de mon parent, ou je dors dans le lit à côté, ou je dors dans la même pièce. Il y a plein de choses différentes qui existent. Dormir dans le lit du parent, c'est à proscrire le plus possible, parce qu'il y a quand même un risque d'étouffement de son enfant. Donc on fait attention à ça. On favorise plutôt le cododo, donc c'est-à-dire que l'enfant dort dans son propre lit, collé au lit des parents, avec le matelas à la même hauteur, avec toute une barrière autour. Donc on favorise ça pour que l'enfant puisse dormir dans des conditions sécuritaires et que maman ou papa, éventuellement, n'ait pas à se lever la nuit, mais quand c'est un allaitement, la maman, elle ouvre un demi-œil, elle le prend, elle l'a calé, il a fini de téter, hop, elle le repose. Ou si c'est au biberon, papa, maman, d'un côté ou de l'autre, on peut switcher parce que c'est pas toujours maman, hein, un peu papa il bosse. Et donc, il prend le biberon et pareil, on le prend, on colle le biberon, on repose et compagnie. Le cododo a cet aspect-là positif de pouvoir protéger effectivement les nuits des parents. Jusqu'à 6 mois, l'OMS recommande que l'enfant dorme dans la chambre de ses parents. Pas dans le lit, dans la chambre de ses parents. Donc, on a le cododo où effectivement, l'enfant dort dans son lit à côté. Le co-sleeping, vraiment, on évite, on dort pas dans le lit du parent. Et après, on a le fait de dormir dans la même chambre. Ça veut dire dormir dans son lit parapluie ou dans son lit à barreaux dans la chambre du parent. Pas collé, légèrement décalé, mais pendant les 6 premiers mois, c'est important d'avoir ça. Pardon, monsieur. Du coup, ça répond à ta question. Non, ta question, c'était sur les lits au sol ou pas. En fait, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que tu as des enfants qui vont avoir besoin de contenance, qui vont avoir besoin de passer du ventre de la maman au lit au sol, ça peut être hyper flippant. Des enfants qui vont pas avoir de problème et qui vont aimer cette mobilité, cette liberté-là. Ça dépend vraiment de l'enfant, ça dépend de tes convictions à toi. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas d'âge à laquelle tu peux passer de l'un à l'autre. Ça... Mou, bah en fait, il faut en mettre la dure. Dans tous les cas, il faut en mettre la ferme. Et jamais, à part un cher monsieur qui est à ta gauche, jamais on ne dort dans un matelas mou. Je t'apporte le micro parce que sinon on t'entend pas. Ah oui, je disais que dans plein de cultures, les enfants, les bébés, etc. dorment au sol avec leurs parents et tout le monde dort au sol. Et après, la grande question, c'est dans sa chambre, pas dans sa chambre, pourquoi, à quel moment. Dans notre culture occidentale, on est plutôt à ce que l'enfant, chacun dort dans son lit, dans sa chambre. Mais en fait, il y a d'autres cultures où la chambre, tout le monde dort ensemble dans la même pièce, les parents, les grands-parents, les frères, les sœurs, et ça pose pas de problème. Et si on réfléchit un tout petit peu, on peut se dire, ok, ben l'être le plus fragile, le plus dépendant, entre guillemets, on a décidé dans notre culture occidentale qu'il dormait tout seul dans son lit, dans sa chambre, sans aucune aide. L'être le un peu moins fragile, c'est-à-dire l'adulte, qui en théorie, sait se protéger, sait se défendre, peut se lever s'il y a un souci, et ben il dort quand même avec sa moitié. Du coup, on se dit, ah, il y a une incohérence là-dedans quand même. Et moi qui pars en formation régulièrement, la première nuit où je dors sans mon mari, je tourne, je viens, il est où? Il est pas là, c'est vrai, fou. Clairement, c'est ça en fait. Il faut se remettre parfois dans ce contexte, on dit, l'être, il est complètement dépendant de l'autre, et il est tout seul dans son lit. Et nous, quand on n'a pas de difficulté, quand on peut se protéger, quand on peut réagir si on a besoin, on dort quand même avec quelqu'un. Ce n'est qu'une question de conviction personnelle. Il y a ceux qui vont dormir avec tous les frères et sœurs ensemble, ceux qui vont dormir chacun dans leur chambre, ceux qui vont dormir dans des ailes complètement séparées, ceux qui vont vouloir absolument que la chambre des parents soit à côté de la chambre des enfants. Il y a plein de choses différentes. Chacun est libre de faire ce qu'il veut tant que ça convient aux parents et tant que ça convient aux enfants. Il n'y a pas de règle à proprement parler. Tu peux le passer à l'âge que tu veux. Si après tout, depuis le départ, il est sur son matelas par terre, pourquoi pas? Il n'y a pas de raison que tu ne mettes pas par terre. Oui. Bien sûr. Tout le monde. La question c'était sur le plan environnemental, effectivement. Oui, enfin, de mobilier. On n'a pas tous des châteaux avec 12 000 chambres en fait, effectivement. Donc, si on vit à Paris et qu'on a 4 enfants, il y a un moment où il y a des chances qu'ils soient tous dans la même chambre. Si on vit à la campagne et qu'on est hérité de Rothschild, il y a moyen qu'on ait chacun sa chambre, voire chacun sa chambre, sa salle de bain, sa salle de jeu. Après, c'est un choix. Tu peux aussi faire le choix, par exemple, de te dire, j'ai 2 enfants, j'ai que 2 chambres, mais chaque enfant a sa chambre et moi j'ai le salon. C'est une possibilité. Chacun fonctionne comme il a envie et c'est une question d'habitude. C'est beaucoup plus une question d'habitude et de conviction parentale qu'autre chose. Oui.
Alors la question, c'est dans notre culture occidentale, à quel moment on est censé faire migrer l'enfant de la chambre parentale à sa propre chambre. Il n'y a pas d'âge réel à partir du moment où tu dois le faire. L'OMS conseille pas avant 6 mois. L'OMS dit avant 6 mois, c'est dans la chambre des parents. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, ça va dépendre, selon moi et ce que j'ai pu lire, de s'il y a une alimentation nocturne ou pas. Là, ça peut être un choix. C'est-à-dire que tu as le parent qui va dire « j'ai pas du tout envie de me lever la nuit et de traverser la maison pour aller nourrir mon enfant. S'il est dans ma chambre, j'ai pas beaucoup d'efforts à faire, donc je vais pas beaucoup me réveiller. Je vais faire un pseudo micro-réveil, je vais prendre mon enfant, je vais le nourrir et je vais le reposer. » Donc quand tu as une alimentation nocturne, pour limiter la fatigue parentale, ça peut être une solution de le garder dans la chambre tant que tu as une alimentation nocturne. Mais c'est un choix. Tu peux aussi avoir décidé dès le début de le mettre dans sa chambre. Il n'y a pas une règle, un âge où on te dit on-off, là c'est avant, là tu dors avec moi, là tu dors pas avec moi. C'est vraiment une question de conviction, c'est une question de fonctionnement. Il faut que le parent soit prêt, il faut que l'enfant soit prêt, parce que si tu te dis, t'as 6 mois et un jour, tu dors là-bas et que t'es pas disposé, c'est-à-dire que toi, parent, tu peux te lever 10 fois pour vérifier qu'il soit, parce que tout d'un coup, tu l'entends plus respirer, alors qu'avant, tu avais l'habitude d'entendre respirer. Donc, si ça te met toi en état de stress, en état d'hypervigilance, parce que tu veux être sûr que ton enfant dorme bien toujours, finalement, tu n'as rien apporté de sécuritaire dans cette situation-là. Il y a une main qui fait... C'est ça. Par contre, effectivement, par rapport aux âges d'angoisse de séparation, merci Amandine, on te conseille effectivement plus ou moins 6 mois, parce qu'à 8-9 mois, c'est l'angoisse de séparation. Donc, tu le fais soit avant, soit après. Si tu le mets dans sa chambre tout seul à 8-9 mois, peu de chances que ça fonctionne. Avant ou après. Il n'y a pas une main qui sait. Oui, c'est ça. Bien sûr. Oui. Oui. Ça, c'est une méthode micrograduée, quelque part. Tout à fait. Du coup, il peut y avoir des causes psychologiques aux troubles du sommeil. Bah, forcément, comme je viens de dire à l'instant, c'était là que je pensais le placer. Mais oui, l'anxiété de séparation, l'angoisse de séparation, elle arrive là. Les manques des rituels, le manque de repères, si c'est toujours changeant, si on peut rien anticiper, c'est compliqué. L'absence de réponse aux besoins psycho-affectifs, un enfant qu'on laisse pleurer tout seul dans sa chambre, on lui apprend que personne sera là pour venir l'aider et qu'il faut qu'il se débrouille tout seul. Donc, ça peut entraîner des troubles psychologiques des causes psychologiques qui peuvent entraîner un trouble du sommeil. Les changements d'environnement familial, c'est-à-dire des parents qui se séparent, des parents qui déménagent, un environnement qui change, l'arrivée d'un petit frère, d'une petite sœur, d'un chien, d'un chat, d'un lapin. Il peut y avoir plein de choses différentes qui peuvent entraîner un changement psychologique. Parfois, on le repère pas toujours. Dans les consultations sommeil, c'est hyper important de questionner ça. Est-ce qu'il y a eu un changement? Parce que ça peut nous paraître dérisoire. Pour lui, ça l'est peut-être pas. Le changement du mode de garde, quand tout d'un coup, t'as voulu être discrète, c'est raté. Ouais, c'est ça. Tu peux avoir effectivement les changements de mode de garde quand tu étais avec papa-maman tout le temps ou avec mamie et que tout d'un coup tu te retrouves avec une nounou ou en crèche. Forcément, ça peut entraîner une perturbation du sommeil. Les mauvaises habitudes, les écrans, la télé, tout ce qui est hyperstimulation, le manque d'irrégularité dans les horaires, plein de petites choses qui peuvent effectivement entraîner des troubles du sommeil. Les grandes difficultés, c'est ce qu'on voit vraiment chez le petit. Je vais pas vous parler effectivement de tous les troubles du sommeil pathologiques parce que c'est pas le sujet. Mais en gros, c'est le cauchemar, les terreurs nocturnes, les éveils confusionnels et le somnambulisme, qui sont les 4 grands plus fréquents. Ce qui est important de se dire que c'est le cauchemar, on se rappelle que c'est plutôt en deuxième partie de nuit parce que c'est du sommeil paradoxal. Donc le cauchemar, si les parents vous disent il a fait un cauchemar en début de nuit, c'est pas un cauchemar, c'est autre chose. L'enfant, il est consolable, il est réveillable, il s'en souvient, c'est plus ou moins entre 3 et 8 ans. 2, 3 ans jusqu'à 8 ans. Il n'y a pas d'âge, on peut en faire toute sa vie, hein, mais la grosse phase des cauchemars, elle est dans cette tranche d'âge-là. Elle a des causes assez facilement identifiables. Du stress, un trauma, un événement insécurisant. C'est assez facile. C'est pour ça que sur un cauchemar, on va en reparler toujours à distance du sommeil. Donc, on évite d'en parler à 19h au moment de dire, oh, t'as fait un gros cauchemar, tu t'en rappelles? Peut-être qu'il n'y a pas bien s'endormir derrière. On évite de faire ça à ce moment-là. Mais donc, toujours à distance du sommeil, mais on en reparle et on essaie de comprendre la cause et on essaie de faire en sorte qu'il n'ait plus peur ou qu'il puisse gérer l'anxiété ou le stress ou le trauma qu'il a vécu. Les terreurs nocturnes, ça dépend des... Elle est à 1h. Mais c'est ta nuit à toi. Tu prends ta nuit et tu la coupes en deux. En gros. C'est pas un horaire. C'est un cycle de sommeil et pas un horaire. C'est pas un horaire. Donc du coup, c'est vraiment, si tu dors de 20h à 4h, bah, c'est en gros de minuit à 4h. Si tu dors de minuit à 8h, bah, c'est de 4h à 8h.
En gros, quoi. Bah, pas toi. Pas toi. Oui. La première partie de nuit, en gros, c'est de 20h à minuit. La deuxième partie de nuit, c'est de minuit à après. En gros. En gros. Parce qu'on se rappelle qu'au départ, il fait pas des 12 heures. Et non, Nicolas, désolé. Les terreurs nocturnes, du coup, on est dans du sommeil lent profond, donc on est plutôt en première partie de nuit. C'est entre 1h et 3h après l'endormissement. Donc, du coup, du 20h minuit en gros, quoi. À peu de choses près. L'enfant, il hurle. Vraiment. Mais il est complètement inconsolable. Par contre, il a les yeux ouverts, ce qui est hyper flippant. Parce qu'on se dit, mais du coup, tu me vois? Et en fait, on a beau faire ce qu'on veut, il n'est pas consolable. Ça, c'est une notion hyper importante à avoir en tête. C'est un éveil incomplet, donc le cerveau, lui, dort profondément. Mais il s'est redressé, il est là, mais il hurle tout ce qu'il peut. On ne peut rien faire. Il faut juste être là, sécuriser l'environnement, et on ne peut rien faire, attendre que ça se passe. Il ne s'en souvient pas. Il n'en a aucun souvenir. Donc surtout, on évite de lui en reparler le lendemain. Parce que vous imaginez, si là je te dis, oh, cette nuit, mais tu m'as fait, mais n'importe quoi. T'as hurlé, c'était une horreur. Ah bon, j'ai fait ça? Okay. C'est flippant en fait. Si vous vous rappelez pas de ce que vous avez fait, quand vous en parle de ce que vous avez fait dans la nuit, tu dis, mais juste, faites pas ça, quoi. Oui, j'ai encore tapé dans le micro, c'est ça? Ah non. Je rigolais parce que, pareil, je pense que c'est pas la peine d'en parler à son conjoint. Non, ni de le filmer. Ni même de le filmer, on fait pas ça, en fait. C'est pas bien. Ça sert à rien de faire ça. Donc voilà, on s'en souvient pas, donc on n'en reparle pas. Il y a toujours une cause. Donc on va aller voir quelle est la cause. Qu'est-ce qui crée ça? Pardon, t'avais une question. Je vais t'endormir sinon. Non, du coup, qu'est-ce que c'est la différence entre Oui. Ça peut être la température de l'enfant plutôt. C'est pas la température de la chambre. S'il a trop chaud, ça ne dormira pas. Mais c'est pas ça qui va induire une. Ouais. Oui. Ouais. Ça peut être une fièvre, ça peut être un truc comme ça. Du coup, la terreur nocturne, donc c'est du sommeil lent profond, donc c'est plutôt en première partie de nuit. C'est quelque chose qui peut se reproduire, qui se reproduit pas. Si une terreur nocturne, t'en as pas tout le temps. Il y a une part génétique dans la terreur nocturne. Un parent qui en fait, il y a de fortes chances que son enfant en fasse. C'est pas parce qu'un parent en fait qu'il en fera, mais il y a une prédisposition génétique. Comment? Bien sûr. Bah parce qu'en fait, si la fratrie le fait, c'est que c'est ça. Ah bah si. Ils savent qu'il le sait pas, vu qu'il s'en souvient pas. Non, parce que c'est plutôt dans l'enfance. Bien sûr. Tu peux en avoir, mais pas obligatoire. Donc tu peux en avoir fait sans jamais t'en être rendu compte. Et donc on a notre petit éveil confusionnel qui arrive ici. Et il a aussi lieu dans le début de la nuit, mais il arrive plus tard. La différence, c'est qu'il va se réveiller, ça va provoquer un stress. Et l'éveil confusionnel, en fait, c'est un peu comme une terreur, mais du coup, ça va être quelque chose de beaucoup plus progressif. Et il va y avoir un éveil moteur où l'enfant va se redresser, en gros, il se fait le sphinx dans son lit, ou il se met à quatre pattes, et du coup, tu as une agitation motrice qui est beaucoup plus importante que dans la terreur. Dans la terreur, en fait, juste, il va, comment? Il peut se redresser et hurler, et il est paniqué. Dans l'éveil confusionnel, il peut bouger, il peut se déplacer. C'est pas non plus ce qu'il va faire tout le temps, mais il peut le faire. Et vraiment, la différence, elle est dans tu le vois en fait. Dans l'éveil confusionnel, il est réveillé. Enfin non, t'as l'impression qu'il est réveillé parce qu'il a les yeux ouverts, parce qu'il regarde partout. La terreur nocturne, il est là et il hurle, mais il se passe rien de plus. Il hurle. Il a une panique sur le visage. Tu vois vraiment la panique sur son visage. Dans l'éveil confusionnel, il a il hurle, mais il peut parler, il peut crier, il peut te raconter des choses qui sont complètement incohérentes parce qu'on se rappelle que c'est un éveil confusionnel. Donc le corps est réveillé, mais pas l'esprit. La différence, elle est vraiment là. Et le somnambulisme, ça dure quelques minutes, rarement beaucoup plus que ça, rarement plus d'1 heure. Ça dépend encore une fois de chaque personne. L'enfant est inconscient, c'est aussi dans les premières heures de sommeil profond. Alors là, il se lève, il déambule, il peut aller faire des choses. Incitez-le à faire le ménage. Toujours ça de prix. Donc ça sert à rien. Ces petits aides servent à rien, donc il faut bien que ça serve à quelque chose. Donc on peut inciter à leur donner un petit balai, une petite balayette, un petit aspirateur, ça marche. Mais voilà, c'est un peu plus tard, c'est plutôt vers 6-8 ans. Par contre, ça peut entraîner
Ça peut être induit par une fatigue, par un stress, et c'est génétique. Un parent qui fait du somnambulisme, il y a de fortes chances que les enfants en fassent aussi. Quoi? Est-ce que t'en es sûr? Ouais. Somniloquie, pas somnambulisme. En fait, comme tu t'en souviens pas, tu dors bien, il n'y a pas de raison qu'il se réveille. Ah non, en vrai, en fait, le somnambulisme, non mais en vrai, c'est pas une obligation. Après, tu peux avoir fait un épisode un jour d'enfant et ne plus n'avoir jamais fait de ta vie, et en fait, c'est une prédisposition. Ah, tu vois? Et voilà. T'as pas besoin en fait d'en faire tout le temps et toute ta vie. Si tu l'as fait une fois, t'as une prédisposition à l'avoir fait, et t'as une prédisposition à ce que ton enfant le fasse. Si aujourd'hui je te mettais en situation, il y a une prédisposition. Ça peut être favorisé. C'est ça. Ça peut être favorisé. Ce que je vais te dire, c'est ça. Je vais te dire, si demain je te mets en situation de stress et de dette de sommeil, peut-être que tu en referais. Mais en fait, à partir du moment où t'en fais une, tu es somnambule. Tu peux n'en avoir fait qu'une seule dans ta vie. Oui. Non mais ça compte pas pour de vrai, parce que... C'est un petit somnambule. Non, mais lui, c'est drôle parce que il nettoie la maison, tout ça. Non. C'est dommage. Mais il fait Oui. 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 Dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est surtout protéger l'environnement. C'est-à-dire qu'on évite de pouvoir que l'enfant puisse sortir de la maison. Donc, on ferme la clé et on cache la clé. On fait en sorte qu'il y ait des barreaux sur la fenêtre, ou que la poignée de la fenêtre puisse être bloquée, parce que ça peut vraiment être dangereux, parce que pour le coup, il n'a pas conscience de la mise en danger. Et du coup, on évite de réveiller. On réveille surtout pas. Jamais, jamais, jamais. On raccompagne. Parce qu'en fait, t'es en train de t'endormir. T'es en train de dormir. T'es dans ton lit, tranquille, peinard. Et tout d'un coup, on te réveille. T'es dans le salon, en train de passer aspirateur. Punaise. Ou de pousser les meubles. Qu'est-ce que je fais là? Comment je suis arrivée là? C'est juste hyper flippant. C'est hyper flippant parce que du coup, c'est ça. Tu augmentes le stress parce que tu te dis, mais en fait, juste, je suis là, et comment je suis arrivée là? Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est hyper, hyper flippant. Donc, on ne réveille pas. On raccompagne doucement, l'air de rien, l'enfant. On sécurise l'environnement. On fait attention à ce qu'il puisse pas se vautrer sur un jeu la nuit qui fait du bruit, qui pourrait le réveiller. Mais tu l'accompagnes doucement, tu suggères. Tu le prends pas par la main, tu la raccompagnes. C'est ça, le petit Mistral, tu connais ça toi aussi, le petit Mistral. On n'a pas ça chez nous, mais chez toi tu fais un Mistral un peu fort et tu... La dame, elle a dit curling. Je valide pas la méthode curling, mais la dame, elle l'a dit. Moi, je valide pas. Décidément, on le déballe, on le secoue, Non! Fais pas d'enfant, s'il te plaît. Jamais! Pitié! Je peux pas être ou alors je valide pas. Comment, maintenant que je vous ai dit qu'il y avait plein de trucs chiants, en vrai, on peut améliorer les choses. Tout va bien. C'est pas irrécupérable. Bien que. En vrai. C'est pas irrécupérable, mais il faut agir précocement. C'est pour ça qu'en ergothérapie, on se bataille pour l'intervention précoce le plus possible. On ne banalise pas un trouble du sommeil. Combien de gens, bah oui, on banalise pas, petit chaton. Ouais, Ergo Power. On banalise pas un trouble du sommeil. Ça, c'est capital. Combien de gens disent, de toute façon, moi, j'ai toujours mal dormi, c'est comme ça, quoi. Mais non, en fait, on s'arrête pas à ça. Il n'y a pas de raison qu'on s'arrête à ça. Mal dormir, c'est un trouble du sommeil. Ronfler, c'est un trouble du sommeil. Se lever la nuit, faire pipi, c'est un trouble du sommeil. Se réveiller fatigué, c'est un trouble du sommeil. Tout ça, c'est un trouble du sommeil. On ne banalise pas un trouble du sommeil. C'est hyper, hyper important. On banalise beaucoup trop ça. C'est un ado, il est fatigué, c'est normal, il se couche trop tard. Bah non, en fait, c'est pas normal. Il y a un problème au niveau du rythme circadien. C'est hyper, hyper important. On banalise beaucoup trop les troubles du sommeil. Au niveau de la santé, le ministère de la Santé s'en saisit de plus en plus. On commence à faire des choses. Très temps, en fait.
il serait plus que temps qu'on se saisisse de cette difficulté. Alors moi, je vais arrêter là, je vais aller m'occuper du bébé qui est là-bas parce que j'adore les bébés. Donc je m'arrête. Non, je suis plus disponible. Je suis en mode oh Cecchino. Oui, je t'écoute. Il y en a plein, tout plein. Non, mais les horaires, c'est un problème. Il y a les gens qui sont le soir et les gens qui sont le matin. T'as des ours et t'as des ours, t'as des loups, t'as des lions, t'as des dauphins. Oui. Non. Non, mais t'as des gens qui sont le soir parce que, tout un temps, comme tu disais, quand. Oui, bien sûr. Voilà, pendant une semaine, Oui. intéressant qu'il y en avait qui. Bien sûr. 2-3 heures, et d'autres qui se réveillaient à 6 heures, Oui. mais du coup, fatalement. Non. Donc, il y a des gens qui sont le soir, d'autres qui sont le matin. Oui. Il faut un rythme. Mais oui. Mais quand tu es en pause, un rythme, tu vas faire dormir un enfant. Son rythme, sûrement dans la tribu, d'être du soir, comment tu le couches à 20h? Jérôme. On est d'accord. Bah ouais. Moi, je trouve que c'est une bonne conclusion. Hein. En plus, c'est bientôt la fin, donc en vrai, c'est une bonne conclusion. Hein. Attends, j'arrive. Du coup, comment tu veux que je me concentre, sérieux? Oui, c'est effectivement, c'est une vérité, sauf que tout petit, les besoins de sommeil sont tels que ils arrivent à se caler. C'est plus tard que tu vas te décaler en fonction de ton fonctionnement et de ton rythme journalier, plus tard en fonction de ta manière d'être et de vivre. Oui. C'est ça. Les ados, c'est surtout les écrans actuellement. Non mais, désolé, on va mettre les pieds dans le plat, mais je pense que c'est une véritable problématique. C'est pour ça qu'il faut identifier quelle est la difficulté de sommeil. On se rappelle que tu as un diagnostic de TDAH ou Pourquoi il y a des bugs, c'est le TDAH induit un trouble du sommeil, enfin peut induire un trouble de sommeil. Et chez les TDAH, il y a quand même plus une énorme composante de troubles du sommeil. Mais comme le thème ce soir, c'est la Voilà. Du coup, la question c'était. Oui. Il y a des bébés qui peuvent facilement s'endormir à 19h pour leur nuit. Oui. Et d'autres qui vont commencer leur nuit À 21h. 21h, 22h. Et c'est Oui. aucun. Oui. Donc on est malgré tout avec 2 enfants. Un qui s'endormait tôt, la deuxième, elle s'endormait. Oui. Putain, je la coucher à 19h, ça n'avait pas sommeil, elle n'avait pas sommeil. Par contre, je la couchais à 23 parce que je voyais qu'elle s'endormait. Malgré tout. Oui. Ça, elle l'a montré. Ouais, non mais c'est très très tôt en fait. Donc du coup, il faut effectivement toujours, non mais ça, il faut toujours écouter le rythme de son enfant. Effectivement, il y a comment dire, en gros, il y a un moment social. C'est-à-dire que si un vrai à 18h elle se couche, ça devient plus compliqué à gérer. Si elle se couche à 23h, ça devient plus compliqué à gérer parce que si elle couche à 23h pour qu'elle ait son quota d'horaire, ça veut dire qu'il va pas falloir la réveiller avant 10h. Donc tu vas forcément induire une plage horaire. Mais dans cette plage horaire, entre 19, 20, 21, c'est effectivement capital d'écouter le rythme de son enfant. Ça, c'est sûr. Oui. C'est pas votre enfant, faut coucher à 20h et à 20h, tout ça. Oui. Il y a des parents qui peuvent entendre ça, et du coup, ils vont paniquer parce que leur gamin ne dort pas à 20h30. Oui, et mettre un enfant dans son lit, si c'est... En panique. Mais oui. Parents, avec l'enfant, Ça. Parce qu'en fait, mettre un enfant dans son lit parce que tu as décidé que c'était 20h et qu'il fallait se coucher à 20h, s'il dort pas, ça veut dire que dans son lit, c'est un moment d'angoisse, un moment de stress, donc c'est pas un lieu sécuritaire. C'est ça? Ouais. Oui. Oui. C'est un couche-tôt ou c'est un couche-tard. Ou un lève-tôt ou un lève-tard. Oui. Tant qu'il n'y a pas de répercussions, tant qu'il n'y a pas de plainte occupationnelle le lendemain. C'est-à-dire que l'enfant que tu vas coucher à 23h mais qui le lendemain va être éclaté, là, ça pose problème. L'enfant que tu vas coucher à 20h, 21h et qui va fonctionner très bien le lendemain, ou l'enfant qui va coucher à 18, 19h mais qui va très bien fonctionner le lendemain, pas de souci. Ouais. C'est ça. Tout à fait.
Dans les petites béquilles, dans les petites améliorations, donc on a la tribu Happy Kids qui fait plein de boîtes ludopédagogiques et qui permet d'aider les parents et les soignants pour résoudre différentes difficultés. Il y a des boîtes qui ont été créées actuellement qui sont Stop Tétine, Stop Pouce, Stop Carie et Veille et Langage. Ouais, éveil et langage. Et il y a ma boîte de nuit qui a été créée par une psychologue et avec la collaboration d'une infirmière puéricultrice, je sais plus qui c'est qu'il y a exactement dedans, mais il y a une kiné et il y a une ergothérapeute qui passe son temps à l'ouvrir et qui sait pas se taire et j'ai participé donc à la création, enfin j'ai collaboré en tout cas dans cette mise en route de cette petite boîte. Elle va être disponible sur à la vente. Elle est disponible déjà en précommande. D'ici 15 jours, 3 semaines, elle va être disponible à la vente. Dans cette petite boîte, dans cette boîte quand même assez conséquente, on a plusieurs choses. On a un manuel pédagogique qui explique comment utiliser la boîte. On a une fiche sur les différents troubles du sommeil. Ce que je vous ai montré là, les 2 tableaux que je vous ai montrés, c'est ce qui a été refait dans cette boîte. On est vraiment sur une partie où on essaie d'expliquer les fiches, les troubles, des différents troubles du sommeil qui existent. On a 12 cartes prénatales parce qu'on part déjà du sommeil de la femme enceinte. On part de la femme enceinte jusqu'au sommeil du bébé et de l'enfant. On a 2 petites berceuses qui permettent de créer un environnement calme et serein. Chacun, bien sûr, peut créer ce qu'il a envie, mais là, on a 2 exemples qui ont été mis en place. On a des petites cartes massage pour favoriser un bien-être du petit bout. On rappelle parce que justement, parfois, l'enfant... j'ai glissé chef, c'est ça? Ça, c'est écrit en gros. Hein. C'est ma boîte de nuit de la tribu Happy Kids, en précommande dès maintenant et qui sera à l'achat d'ici 15 jours, 3 semaines. Du coup, on a des petits jetons rappels où l'enfant, effectivement, on peut dire, ok, j'accepte que tu rappelles 1 fois, 2 fois, mais pas trop. Et c'est un nombre de rappels qu'on peut donner. Ça peut être sur la semaine, voilà. Ça, c'est à l'enfant de gérer avec son parent. On a des petites jeux de cartes pour un coucher serein et amusant. Il y a un diplôme du super dodo. Il y a un petit carnet de liaison pour faire le lien, effectivement, notamment avec les différents spécialistes de sommeil, parce que finalement, on se rend compte que quand on fait de la réorientation, on a vu un kiné, on a vu une ergo, on a vu un somnologue, on a vu un ORL. En fait, les gens sont pas forcément en train de communiquer entre eux. Les courriers d'un professionnel à l'autre, c'est pas toujours facile. Là, il y a ce petit carnet, on peut remplir 2-3 petits mots et c'est quand même plutôt pas mal. C'est plutôt pratique. Et on a une petite recette de spray magique pour faire travailler l'imaginaire de l'enfant. Voilà, c'est tout ce qu'il y a dedans. Elle est très chouette. Je suis peut-être pas très objective, mais elle est vraiment très chouette. Et la tribu Happy Kids, c'est à la base, c'était une orthophoniste qui a créé ça. Rachel Tordoir, c'est une femme en or, vraiment. Elle est hyper chouette. Elle déborde d'idées. Elle fait vraiment beaucoup de choses. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'il y avait une absence de choses qui étaient faites pour aider les parents. Il y avait rien. Et donc du coup, elle s'est dit, ok, je vais les aider. Elle a créé son truc, elle s'est rendue compte que ça marchait et que les gens étaient en demande. Et donc, elle s'est dit, OK, on va y aller. Donc, elle a créé pour l'instant Stop Tétine, Stop Pouce, Stop Carie, Éveil et Langage et ma boîte de nuit. Et ça va pas être les seuls. Mais je n'en dirai pas plus. Voilà. Celle-ci, pour moi, la boîte de nuit, elle est vraiment faite par des pros de la santé, pour des pros de la santé et pour les parents. Ça, n'importe qui peut l'acheter, les parents peuvent l'acheter tout seuls. Pour moi, c'est vraiment un professionnel de la santé qui peut aller expliquer et conseiller à un parent d'aller l'acheter. Elle est hyper complète, elle parle du trouble du sommeil à proprement parler. Elle est vraiment, je trouve, très très complète. Ensuite, on a Dr Siro qui le fait aussi. Dr Siro, elle est partie un peu du même constat. Il n'y avait pas grand chose qui était fait pour aider les parents, pour comprendre le sommeil. Et donc voilà, elle a créé aussi une boîte. Dedans, on a un petit livre avec une histoire par soir. Un petit guide dédié aux parents pour expliquer effectivement qu'est-ce que c'est que le sommeil. Des petites cartes à collectionner avec chaque soir il y a une histoire différente et il vient collectionner cette petite carte de la journée pour essayer d'expliquer comment on dédramatise le coucher. Il y a un petit parcours de réussite avec des petites gommettes à coller sur son parcours de réussite. Et il y a soit on réussit, soit on est encouragé. Il n'y a pas d'échec. Ça, c'est, je trouve, vraiment très très important. Il y a un parcours des suivis, il y a un spray anti-cauchemar, il y a une petite aumônière magique où en fait dedans il y a une histoire qui est racontée. C'est Dr Siro là. C'est ce petit bout de chou là qui est parti dans une contrée lointaine, qui a ramassé des petites fleurs bleues, qui les a broyées, qui les a mis dans le sac. Et on arrive avec son petit sac, on plonge la main dedans et au moment où on sort la main pour frotter comme le sale au-dessus des yeux de l'enfant, ça disparaît. Magique du coup, c'est sans fin. Il n'y a pas de recharge à avoir. C'est plutôt pratique quand même.
Donc voilà, il y a une petite peluche dedans, il y a un petit diplôme, il y a une petite réglette avec un rituel du sommeil, un rituel du coucher, pardon. Et à chaque fois qu'on a fait pipi, qu'on s'est lavé les dents, qu'on a mis le pyjama, on vient refermer les petites cases. Et donc voilà, c'est très chouette. C'est aussi fait par une pédopsie. Celui-ci, il est vraiment, pour moi, la différence entre les deux, c'est qu'il y en a une qui est vraiment sur les troubles du sommeil. Celle-ci est plutôt sur le petit sommeil classique de l'enfant quand il n'y a pas de réelle difficulté. C'est pour accompagner un sommeil sain et serein de l'enfant. Il y a plusieurs petites béquilles qui existent, donc des cartes à dodo, il y en a plein que vous pouvez trouver, vous pouvez les créer vous-même, et il y en a plein qu'on peut trouver sur les réseaux. Les petits carnets de pensées, on est d'accord que c'est pour un enfant plus grand, où l'enfant peut venir déposer ses petites pensées dans ce carnet. C'est parents qui peuvent l'écrire, mais du coup on fait ça, et comme on a déposé ses petites pensées, du coup on peut s'endormir plus sereinement. Les boules des émotions, où en fait souvent on se rend compte que l'enfant réclame beaucoup ses parents, parce qu'en fait les parents travaillent beaucoup, on est dans une société où on passe peu de temps de qualité, et en fait l'enfant il veut juste pas que son parent s'en aille, parce que c'est le seul moment où il a son parent pour lui, parce que toute la journée c'est attends, cours, dépêche-toi, fais ci, dépêche-toi, non j'ai pas le temps, je fais le repas, non j'ai pas le temps, je fais les devoirs, non j'ai pas le temps, je fais ci. Et des temps de qualité, on n'arrive plus à s'en imposer, et surtout des temps de qualité sans son fameux doudou qui est son téléphone. Le doudou d'adulte, c'est vraiment le téléphone. On n'a plus de temps où on regarde notre enfant pour de vrai en faisant un temps câlin sans avoir le téléphone à côté. Du coup, c'est hyper important. Et donc, ces petites boules des émotions, c'est en gros, on s'imagine un petit verre, un petit vase dans lequel à chaque fois qu'on pense à un temps de qualité, hop, on va mettre un petit cotillon dedans, un petit bonbon, un petit machin. Et il faut se dire que pour que l'enfant puisse être capable de s'endormir sereinement, d'être apaisé, il faut que si ce vase est vide, il n'y arrivera pas en fait. Il faut l'aider, l'apaiser, lui donner des petits temps de qualité. Donc ça peut être ça. Ça peut être la peluche des émotions. Alice Balis fait des peluches des émotions. Je vous donne, hop, ici, c'est là. C'est un petit monstre, il y a plusieurs faces, on choisit le monstre qu'on veut, il y a des petites émotions, c'est un monstre mange émotion, donc ça t'as deux faces, t'as une émotion négative, un monstre méchant et un monstre gentil, et quand t'as une émotion positive, tu le mets dans le monstre gentil, une émotion négative dans le monstre méchant, et il a mangé ta méchante émotion, donc tout va bien. Donc voilà, il y a donc des peluches, les peluches des émotions, des petits anti-cauchemars, anti-monstres, alors là, faites ce que vous voulez. Un petit peu d'eau, un petit peu éventuellement d'huile essentielle, voire de l'eau à l'eau, ça marche très bien, voire de l'eau à rien, voire de rien du tout, et ça marche très bien aussi. On peut mettre un peu d'huile essentielle, attention essentielle, attention aux recommandations. Ça peut être l'objet magique, ça peut être à côté de ton lit, t'as une baguette magique, t'as une épée pour te défendre des monstres. Ça peut être litigieux parce que ça veut dire que potentiellement tu reconnais qu'il peut y avoir un monstre dans lequel il faut se défendre. Mais en même temps, ça peut être aussi vachement sécurisant de se dire j'ai ma petite baguette magique. Hey, je crains rien, je suis plus forte que à voir comment réagit l'enfant. Comment? Il faudrait demander à Harry Potter. Tout à fait. Ouais. Les horloges d'apprentissage qui peuvent aider les enfants à dire ok là c'est le moment de dormir, là j'ai le droit de me lever, là j'ai pas le droit de me lever, ça peut être intéressant aussi. Les frises ou flèches chronologiques effectivement, un peu comme l'a fait Dr Chiro et la tribu Happy Kid avec là je me suis lavé les dents, je me suis mise en pyjama, j'ai fait mon câlin, mon bisou, donc du coup je sais ce qui va se passer. Encore une fois, l'enfant qui sait ce qui va se passer est beaucoup plus rassuré qu'un enfant qui découvre tout d'un coup brutalement son lit en mode qu'est-ce qui s'est passé, 2 secondes avant je suis en train de jouer. Les tableaux des récompenses, ça en ergo on aime beaucoup faire ça, c'est on crée un truc en mode une nuit tu t'es endormi tout seul, je t'ai pas réveillé, t'as pas fini dans mon lit, waouh t'es trop fort quoi. 2 nuits, 3 nuits, et au bout de la 5e nuit on va se faire un super balade dans la forêt, on va aller ramasser des petits cailloux, peu importe. L'idée c'est pas une récompense, c'est pas un cadeau, c'est pas un objet acheté, c'est plutôt du temps de qualité avec les parents. L'alimentation, clairement, il y a des aliments qui vont favoriser le sommeil, des aliments qui vont faire être plus lourds à digérer et qui vont donc peut-être induire une difficulté de sommeil. Les stimulations auditives, les petites chansons, les petites berceuses, les petits trucs qu'on peut écouter. Il existe les boîtes de Morphée, les boîtes de machin, plein de choses qui font de la musique. Cette petite chose-là, elle fait de la musique aussi. Dans le rituel du coucher, ça c'est Tommy Tipeee qui fait ça. On n'entend pas beaucoup, mais ça peut faire, ça fait du bruit et ça a des petites berceuses dans le rituel du coucher uniquement, jamais dans le rituel d'endormissement, mais dans le rituel du coucher, on peut mettre en place une petite boîte à histoire, une petite boîte à musique, une petite comptine, une petite berceuse, un petit bruit sympathique qui peut l'apaiser. Uniquement dans le rituel du coucher et pas l'endormissement. Dans l'hygiène de sommeil et l'hygiène de vie, c'est vraiment hyper important, donner des rythmes, donner des régularités, mettre en place des choses pour que l'enfant puisse être apaisé, avoir eu des temps d'éveil suffisamment important, avoir eu des temps moteurs, avoir vu la lumière du jour, avoir pu bouger, respirer, le grand air et compagnie, c'est très important. Faire un peu de relaxation, de méditation, faire des petits massages, bref, il existe plein de petites choses qu'on peut faire en place pour apaiser l'enfant. Il existe des petites choses effectivement, comme je montre là, donc là c'est la peluche des émotions, ça c'est un doudou de séparation,
Ça, c'est Petit Poteau, c'est Déglingos qui fait ça. Et en fait, dans ça, il existe plein de choses. Il existe des pandas, il existe des écureuils, il existe je sais plus, il y a des pieuvres, il y a des dauphins, il y a plein de choses. C'est 2 petites peluches en un. Et c'est le parent, c'est l'enfant. Et du coup, bah, hop, il y a un petit sac dans lequel l'enfant, le bébé animal est dedans. Donc c'est dedans ou c'est dessous ou c'est accroché, peu importe. Et en fait, l'idée, c'est que, mais ça c'est le parent, ça c'est l'enfant. Au moment d'aller se coucher, pour pallier les potentielles angoisses de séparation, c'est bah moi je vais me coucher et je prends bébé avec moi, et toi tu vas te coucher et tu prends parent avec moi, avec toi, et on dort avec eux, on est tranquille, et demain quand on se réveille, hop, on vient les remettre ensemble et bonne journée, je vais à l'école, et je te revois plus tard. Donc ça peut être ça va rester ça. En plus le rhum c'est pas ce que je préfère, donc non. Bon si dans le mojito d'accord, mais bon. Chut. C'est pas la thématique, on a dit. Le vin blanc sucré, c'est bien. Les horloges d'apprentissage, il y a celle-ci aussi. Ça ah tiens, j'ai un... Tout à l'heure, elle y était pas. Bah non, mais c'est en fait, je pense que c'est quand j'ai voulu copier une image, elle est venue là. Bon, bah, il y a une petite tache sur mon écran. C'est ça. Donc là, ici, c'est le matériel de Tommy Tipeee, donc il nous a envoyé, effectivement. Donc on a cette petite veilleuse nomade où, en fait, quand l'enfant part parce qu'il a besoin de se réveiller, qu'il a besoin d'aller voir quelque chose, ben, il prend sa petite veilleuse nomade, il s'en va et du coup ça le rassure, il n'a pas besoin d'allumer une grande lumière, il a son tout petit truc. Donc voilà, il existe plein de petites choses. Pour Tommy Tipeee, à la fin de la soirée, si quelqu'un veut acheter du matériel Tommy Tipeee, on vous donne des bons de réduction, vous avez, je sais plus combien, 15% de réduction. Alors vous avez 15% de réduction comme on est à Aix, dans le magasin BB9 de Aix-en-Provence. Ou comme je suis bordelaise et qu'on avait des formés de Bordeaux, bah oui, désolé d'être bordelaise, c'est pas grave, hein, non mais oh, je sais que c'est non mais oh, ce racisme là tout de suite. Oui, j'en viens après, j'arrive. Et du coup, vous avez des réductions sur le magasin BB9 de Bordeaux. Le défaut, effectivement, de celle-ci, c'est que c'est une lumière bleue. Donc, c'est problématique. Celle-ci, mais je sais pas si on va le voir suffisamment ou pas. Si je l'ai pas allumé, ça va beaucoup moins marcher. Non, c'est pas celle-là. C'est pour ça. C'est l'autre. Voilà. Celle-ci, je sais pas si vous voyez, du coup. Est-ce qu'on voit ou pas? Viens me dire juste si on voit. Non, mais là. Oui, je pense qu'on voit plus le rouge à l'écran. D'accord. Donc, du coup, on a ça. Ça, c'est ça reste dans la peluche, donc c'est pas grand chose, c'est pas très fort. C'est une petite lumière rouge, et en fait, en appuyant sur le ventre de la petite bestiole, la lumière est plus ou moins forte jusqu'à ce que la lumière s'éteigne. Donc ça, en termes de lumière rouge, ça peut être pas mal, ça peut rassurer l'enfant. On peut l'avoir dans le lit. Il n'y a rien à bannir absolument. Il faut pas se dire, dans l'idée, effectivement, on évite de mettre quelque chose qui peut perturber le sommeil. Donc les veilleuses dans une chambre d'enfant, c'est plus ou moins à éviter. On peut les mettre en place quand il y a une difficulté, quand il y a une problématique, ça peut rassurer l'enfant. Donc après tout, pourquoi pas? Si on doit mettre en place une veilleuse, on part plutôt sur des lumières rouge, orange, jaune foncé, des lumières chaudes. C'est compliqué de trouver des veilleuses comme ça, mais on part plutôt sur ça. Et effectivement, on essaie de favoriser ces lumières-là avec des intensités très 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 faibles. Voilà. Merci à vous et merci à vous de votre patience. Est-ce que vous avez d'autres questions avant de continuer? Et je dis continuer parce que moi je vais me taire, mais je vais passer le relais. Pour moi c'est fini. Oui, il y a des questions. Ah, vaste question. Alors, que penser des bruits blancs? La question du bruit blanc, elle est complexe dans le sens où, effectivement, l'enfant dans le ventre de la maman va entendre beaucoup de bruits qu'on peut associer à des bruits blancs. Donc, on peut se dire qu'effectivement, l'enfant, on peut le mettre en place à la sortie de la maternité parce que du coup, il a entendu toute sa vie intra-utérine des bruits blancs. Tout d'un coup, il passe à un silence absolu. Ça peut être compliqué à gérer. Donc, on peut mettre en place éventuellement un bruit blanc à la naissance les quelques premiers temps. Mais en vrai, il n'en a pas tellement besoin. Donc, on n'a pas de nécessité à, avant d'un problème, en anticipation, lui donner une peluche ou un truc qui fait du bruit blanc. On n'a pas nécessité à le faire. On peut le faire s'il y a une difficulté. Moi, les fois où je vais recommander de mettre en place des bruits blancs, c'est pour les enfants qui sortent de néonat parce que ils ont vécu 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois dans un environnement extrêmement bruyant. Quand tout d'un coup, ils arrivent à la maison et que c'est un silence absolu, ça peut être super flippant parce que du coup, ils ont passé pas 9 mois avec qu'ils sont préma, un peu de temps dans le ventre de la maman avec des bruits, en néonat avec du bruit, ils arrivent à la maison, il n'y a plus de bruit, ça peut être flippant. Pour eux, on peut mettre en place du bruit blanc et même consigne, petit à petit, on va diminuer la présence du bruit blanc.
Donc, ce que j'en pense, encore une fois, au cas par cas. Autre question? Eh bien, merci pour votre écoute et je te cède la place. Jeanne, tu veux que je... Non, c'est bon, ça va? On s'était entraîné. Ouais, on avait essayé avant. Mais on a Merci. Je le fasse pas tomber, j'ai peur que ça tombe. Ok, c'est bon, ça tient. Eh ben bonsoir. Je vous voyais pas du tout, j'étais tout devant, je voyais pas qu'il y avait du monde comme ça. Eh bien bonsoir, donc je suis Noémie Ogno. Alors j'ai appris plein de choses, merci beaucoup, c'était super intéressant. J'ai beaucoup moins de belles connaissances à vous apporter et ça va durer beaucoup moins longtemps. Je vais vous parler. Je vais vous parler rapidement donc de ce jeu qui s'appelle donc Super Co Quotidien, qui est un jeu que j'ai développé il y a à peu près 5 ans maintenant et que nous commercialisons depuis 2 ans. Qui est plus ou moins en lien avec ce dont on a parlé ce soir. Alors, on ne parle pas exactement de sommeil, nous on parle de l'autonomie quotidienne à la maison, donc on va parler aussi en effet de sommeil, mais surtout de la pièce à coucher, de la chambre, et donc par extension du sommeil. Mais nous, on a vraiment axé notre travail sur l'autonomie quotidienne des enfants à la maison, et on travaille aussi bien avec des particuliers que des professionnels, notamment des ergothérapeutes, des psychomotriciens, des éducateurs, des orthophonistes, mais aussi et surtout des familles. Nous, notre objectif, c'était de proposer un outil pour les familles qui soit clé en main, où on va leur apporter vraiment, moi j'aime bien dire toutes les cartes en main pour développer l'autonomie de leurs enfants à la maison en toute, avec toutes les cartes en main. Ouais. Je trouve que c'est une expression qui définit bien. Et pour les professionnels de l'éducation et de la santé, l'idée c'est de vous proposer un outil qui soit modulable, adaptable, personnalisable en fonction de vos besoins et que vous puissiez vraiment l'adapter en fonction de votre patientèle. Parce que la particularité de notre jeu, c'est qu'il a été créé pour s'adapter à tous les enfants sans exception, notamment les enfants avec des troubles de l'apprentissage, des déficiences intellectuelles, des troubles autistiques, des troubles cognitifs, etc. Donc, je vais pas tout vous présenter parce que le format ne s'y prête pas très bien vu qu'on est en face à face. Normalement, je le présente vu du dessus, mais globalement, ça représente donc un puzzle qui reprenne les 4 pièces principales de la maison, donc chambre, salon, salle de bain et cuisine. Aïe, pardon, j'ai une crampe. Et on va travailler sur les routines, les dangers domestiques, les habitudes, voilà, tout ce qu'on va retrouver à la maison. On travaille aussi bien avec des enfants valides que avec des besoins spécifiques, tout simplement parce que tous les enfants ont besoin un jour ou l'autre de développer leur vocabulaire, de travailler sur les dangers domestiques, sur la politesse, sur les chiffres, les saisons, etc., etc., etc. Je vais m'arrêter là, peut-être répondre à vos questions si vous en avez besoin, mais sinon peut-être c'est plus intéressant si on se parle après, si on se parle plus tard pour les personnes qui sont pas présentes. Que vous dire de plus, vous pouvez en apprendre aussi plus sur les réseaux sociaux. On est sur Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, à peu près partout. Ça s'appelle Jeuno, notre marque. Donc c'est jeu comme un jeu, N-O-H. Et voilà, je serais ravie de répondre à vos questions tout à l'heure. Alors nous, on joue de 1 joueur avec un aidant jusqu'à 4 joueurs plus un aidant. Donc voire plus si on joue en petit groupe. Nous, on travaille vraiment dans beaucoup de secteurs. Donc par exemple, récemment dans un centre aéré, on a joué avec 12 enfants sur un seul et même pion. Parce que l'idée, c'était aussi de travailler en coopération. On a plusieurs règles du jeu, notamment une en coopération et une en compétition, qui nous permettent aussi, voilà, de travailler avec plusieurs enfants en même temps. Que vous dire de plus? J'ai pas l'habitude de le faire dans ce format-là, sans avoir le jeu sous la main. Voilà, vous avez 2 temps de jeu, 10 minutes ou 20 minutes en fonction des besoins, avec 2 arrivées et donc 2 départs, ce qui vous permet d'avoir vraiment 2 arrivées pour les enfants qui auraient aussi des difficultés de concentration. Oui. Alors nous, on dit de 3 à 150 ans, c'est écrit là. C'est vraiment le gros clin d'œil de ce qu'on fait, c'est de pas mettre les enfants dans des cases, et on parle d'âge cognitif et pas d'âge physique. Donc voilà, c'est le gros clin d'œil. Sinon, sur un enfant valide sans trouble associé, on est plutôt sur du 2 ans et demi, 7 ans. Donc nous, on dit dernière année de crèche pour faire vraiment la passerelle sur la maternelle jusqu'au CP, à peu près, dans le cadre ordinaire. Voilà. Je pense que je vous ai à peu près tout dit. Et sinon, on a un petit événement le 8 novembre. On fait une présentation en visio à 11h sur LinkedIn. Donc, pour présenter vraiment l'outil, là, on est sur 45 minutes où on présente bien tous les éléments. Ça sera plus propice. Vous pouvez l'acheter sur notre site jeuno.fr
Et vous avez un code promo de 10% avec le code PRO10 en majuscule, PRO10, directement sur le site. J'ai essayé d'être efficace. Merci à vous. Merci. Mais j'avais moins de choses à dire. Hop. Bah du coup, merci beaucoup pour ça. Et effectivement, ce soir, pour celles et ceux qui sont là physiquement, Noémie en a apporté quelques-uns, donc c'est possible d'en avoir ce soir. Et voilà, effectivement, sinon, c'est possible de les acheter en ligne, pas de souci. Merci pour votre attention, votre présence. Merci d'être venu, de vous être déplacé. Merci encore à toi, Amandine, de faire confiance pour ces soirées. Donc, merci à Amandine Verne qui va venir lever ses petites fesses. Et Estia Formation qui me fait confiance depuis plusieurs années maintenant pour me suivre dans mes délires, dans mes formations, dans mes soirées. Amandine, dis donc, j'ai pensé à ça. Ce serait vachement chouette. Oui, mais non. Si, suis-moi dans mes folies. Et elle me suit. Et vous en payez les conséquences. Voilà. Donc, merci beaucoup et bonne soirée. Merci. Et une bonne soirée à ceux qui se sont connectés. Au revoir. Ah, c'est flippant quand même.